Notre histoire commence avec un homme qui attend l'agrandissement de l'aéroport. Des responsables faisaient du porte-à-porte pour mesurer les maisons en vue d'une indemnisation. Pourtant, il a attendu 3 mois. Pas une seule âme n'a frappé à sa porte. Et ce n'est que plus tard qu'il a découvert que, sur le plan d'aménagement, son terrain avait été intentionnellement exclu. Naturellement, il est allé chercher des réponses, fou de rage, pour se voir dire que le plan était définitif et qu'il n'y avait rien à faire. Ses voisins se sont même moqués de lui, disant qu'il resterait coincé avec cette vieille maison pour toujours, mais Fuching n'a pas simplement abandonné pour se plaindre. Au lieu de cela, il a pris toutes ses économies, a contracté un prêt pour atteindre 10 millions, et 6 mois plus tard, sa vieille maison est devenue un immeuble de 10 étages. Il a accroché une enseigne pour l'hôtel Cloud, et l'avis d'interdiction d'entrée aux non-clients est devenu la vue la plus frappante de tout l'aéroport. Nous voyons qu'une fois la nouvelle de l'aéroport répandue, notre paisible ville d'Anning n'était plus tranquille, car les discussions sur les compensations emplissaient l'air. Le relogement et l'avenir sont devenus des sujets éternels, tandis que les fourgonnettes blanches du bureau de démolition faisaient des allers-retours sur les chemins de terre. Les employés transportaient des mètres rubans et des carnets dans chaque maison, et c'est là que nous rencontrons notre protagoniste, Fuching. Il vivait à l'extrémité est de la ville, dans une vieille maison à 2 étages. Depuis le décès de ses parents, il y vivait tout seul. Le premier jour, la voiture du bureau de démolition est passée juste devant sa porte. Il pensait simplement qu'il commençait par le côté ouest. Une semaine plus tard, son voisin, Li Shen, a conclu son accord pour une grosse somme et ne cessait de sourire, demandant bruyamment à Fuching où il en était de son côté. Fuching se contentait de sourire et d'acquiescer, mais au bout d'un mois, même les autres habitants de l'Est signaient leur contrat un à un. Bientôt, les murs de la ville furent couverts du caractère rouge, signifiant « démolir », mais les murs de sa propre maison restaient étrangement propres et gris. Il commença à ressentir une certaine panique, alors que 2 mois de plus s'écoulaient et que la plupart des habitants de la ville étaient déjà partis. Avec un sentiment de mauvais présage qui grandissait en lui, il se rendit à la mairie pour trouver le maire, Zheng Daqian, qui était occupé au téléphone. Lorsque Fuching poussa la porte, le maire leva à peine les yeux, lui lançant un regard impatient et lui demanda ce qu'il voulait. Fuching demanda directement au sujet de la démolition de l'aéroport et pourquoi sa maison avait été épargnée, ce qui fit hésiter Zheng Daqian. Le maire raccrocha lentement le téléphone et sortit de son tiroir une immense carte de planification pointant vers une section précise. Alors que Fuching se penchait pour regarder, son cœur se serra. La ligne rouge de démolition sur la carte contournait sa maison comme une lame acérée. La ligne longeait étroitement le mur de sa cour, laissant son petit bâtiment ressembler à une île oubliée. Il se trouvait tout seul, rejeté hors de la limite rouge. Il fixa cette ligne, la voix tremblante, en demandant ce qui s'était passé. Il se demanda s'il y avait eu une erreur, mais le ton de Zheng Daqian était glacial lorsqu'il répondit qu'il n'y avait aucune erreur. Le maire affirma que le plan était décidé et qu'ils étaient impuissants, mais Fuching ne put s'empêcher de demander pourquoi toute la ville était démolie, sauf sa maison. La voix de Zheng Daqian s'éleva soudain avec une autorité indiscutable, répétant qu'il avait déjà expliqué la situation. Il insista sur le fait que c'était la décision de l'expert et qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper, avant de mettre brusquement fin à la réunion pour en rejoindre une autre. Le maire s'en alla, et alors que Fuching rentrait chez lui, il croisa son voisin, Li Shen, qui dirigeait une société de déménagement. Des meubles étaient chargés dans des camions, et voyant l'expression accablée de Fuching, Li Shen ne put s'empêcher de laisser transparaître une pointe de jubilation. Il demanda à Fuching s'il avait obtenu ses réponses, mais notre protagoniste resta silencieux, ce qui poussa le voisin à retrousser les lèvres avec mépris. Li Shen fit remarquer qu'il savait que cela arriverait, soulignant que l'emplacement de Fuching était tout simplement problématique pour les promoteurs. Comme la maison était juste à la limite, elle ne gênait rien. Pour eux, payer une indemnisation pour cela ne valait tout simplement pas le coup. Un autre voisin se pencha pour se moquer de lui, notant que bientôt il serait le seul habitant restant dans toute la ville. Il resterait coincé dans cette vieille maison pour toujours, entouré par un aéroport où le bruit serait absolument assourdissant. Li Shen rit encore plus fort, ajoutant que, tandis qu'ils iraient tous vivre dans de nouveaux appartements en ville, la situation ici serait bien différente. Il plaisanta en disant que Fuching sentirait encore les gaz d'échappement des avions. Ses rires cruels lui piquèrent les oreilles comme des aiguilles, mais il ne répondit pas. Il leva simplement les yeux en silence, vers le petit bâtiment où il avait grandi. Finalement, les camions de déménagement s'éloignèrent en grondant, le laissant seul dans la rue déserte pour composer un numéro et appeler Xuan. Il s'identifia comme Fuching, et à l'autre bout du fil, la voix douce de Xuan répondit avec une pointe de confusion. Elle se demanda pourquoi il appelait si soudainement, et après un moment de silence, il expliqua qu'il avait besoin de la consulter au sujet d'un prêt. Xuan était une amie d'enfance qui avait étudié la finance et travaillait désormais comme chargée de clientèle dans une banque de la ville. Xuan sembla assez surprise en lui demandant pourquoi il avait besoin d'un prêt, mais Fuching répondit simplement que tout allait bien.
Il expliqua son projet de rénover l'ancienne maison familiale, ce qui ne fit qu'accentuer la confusion de Xu-Wan face à cette idée soudaine. Elle fit remarquer que tout le quartier était en cours de démolition pour l'aéroport. Alors il expliqua brièvement la situation étrange. Après avoir appris que sa maison était exclue, Xu-Wan resta silencieuse avant que sa voix ne s'enflamme de colère face à une telle injustice flagrante. Elle n'arrivait pas à croire que le plan d'aménagement puisse commodément ignorer une seule maison. Mais Fu Qing resta remarquablement calme à ce sujet. Que ce soit une coïncidence ou non n'avait plus d'importance. Xu-Wan demanda alors ce qu'il comptait réellement faire. Alors qu'il regardait la terre vide, il lui dit qu'il n'allait pas simplement rester là à regarder cette vieille maison. Il avait l'intention de la démolir et de la reconstruire entièrement, ce qui laissa Xu-Wan silencieuse un long moment avant qu'elle ne lui demande s'il en était sûr. Ce serait un investissement énorme, mais il affirma fermement qu'il avait pris sa décision et qu'il avait besoin d'un prêt de 300 000 yuans. Combiné à ses économies, il aurait un demi-million. En entendant ce chiffre, Xu-Wan eut du mal à en croire ses oreilles. Elle s'exclama, demandant s'il avait perdu la tête, car cela semblait beaucoup trop d'argent juste pour reconstruire une maison privée. Mais il ne construisait pas une maison ordinaire. Il regarda vers l'horizon, là où l'immense aéroport serait bientôt animé de monde. Sa maison serait la plus proche et la seule construction privée près de l'aéroport, un fait qui changeait toute la donne. Il lui demanda ce qu'elle pensait des perspectives d'ouvrir un hôtel juste à côté du futur pôle international. Xu-Wan resta sans voix, stupéfaite. Professionnelle avisée, elle comprit immédiatement l'ampleur de son ambition. Elle s'inquiétait qu'il ne prenne un trop grand risque, se demandant s'il avait l'expérience en gestion ou les contacts nécessaires pour un tel pari. Face à son inquiétude sincère, il décida de lui poser à son tour une question pour tester la logique. Xu-Wan restait inquiète, notant que sa vieille maison ne suffirait peut-être pas comme garantie pour une somme aussi importante. Il l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir, admettant que son absence de justificatif de revenus était précisément la raison pour laquelle il l'avait appelée. Il savait qu'il la mettait dans une position difficile, mais pour être honnête, il n'avait plus d'autre option. Il lui dit que c'était sa seule chance de changer son destin, ce qui poussa Xu-Wan à soupirer et à remarquer que Fu Qing n'avait pas du tout changé. Elle plaisanta en disant qu'il était toujours silencieux jusqu'à ce qu'il dise quelque chose de choquant, puis lui demanda d'apporter l'acte de propriété et les documents à son bureau demain. Elle lui promit de l'aider à trouver une solution, même si elle ne pouvait pas garantir le succès, et Fu Qing la remercia avec une sincère gratitude. Pour détendre l'atmosphère, elle fit une petite blague en lui disant de ne pas la remercier tout de suite, du moins pas avant que son hôtel ne soit ouvert. Elle demanda à pouvoir séjourner gratuitement à vie dans une suite présidentielle et il accepta sérieusement. Ainsi, à l'aube le lendemain, notre voyage a véritablement commencé. Portant tous ses espoirs, il s'est entassé dans le premier bus pour la ville où Xu-Wan a immédiatement commencé à examiner ses papiers avec une intensité concentrée. Elle a passé d'innombrables appels et l'a emmené dans divers services où les auditeurs bancaires ont examiné son acte de propriété, celui exclu de la zone de démolition. Ils affichaient tous des expressions de pure incrédulité, voyant une maison isolée entourée par un aéroport comme un risque franchement, absurdement élevé. À maintes reprises, il a dû expliquer son plan d'affaires, mais il regardait ce jeune homme calme et quelque peu réservé avec rien d'autre que du doute. Il y a eu des moments durant cette période où il a senti qu'il ne pouvait plus continuer, mais heureusement, Xu-Wan était toujours là pour l'encourager. Elle n'a pas seulement perfectionné son plan d'affaires, elle lui a appris à communiquer avec les banquiers et à même utiliser son propre réseau professionnel. Elle a même invité des responsables d'agences à dîner et une semaine plus tard, alors qu'il commençait à perdre espoir, Xu-Wan l'a appelé. Sa voix à l'autre bout du fil semblait épuisée, mais on pouvait entendre l'excitation sous-jacente lorsqu'elle a prononcé son nom. Elle lui a dit qu'ils avaient remporté la bataille, et Fu Qing, incapable de cacher son agitation, lui a demandé si c'était vraiment vrai. C'était vrai. 300 000 yuans allaient être débloqués dans la semaine, un résultat qui semblait presque miraculeux. Elle expliqua qu'elle avait pratiquement signé un engagement militaire avec son gouverneur pour faire avancer son projet spécifique dans le système. Elle l'avait présenté comme un projet pilote innovant clé de l'année, ce qui était la seule façon de convaincre ses supérieurs. Il resta longtemps silencieux, le téléphone à la main, tandis que des larmes lui montaient aux yeux sans prévenir, et il ne put que murmurer son nom. Il la remercia à nouveau, mais Xu-Wan se contenta de rire et le traita d'idiot, lui demandant pourquoi il était aussi formel avec elle. Il promit aussitôt de l'emmener dîner dès que l'argent arriverait, mais Xu-Wan se contenta de sourire et répondit que ce n'était pas nécessaire. Elle lui dit de se dépêcher de construire cet hôtel parce qu'elle attendait sa suite, et après avoir raccroché, il se dirigea vers la fenêtre. En regardant les travaux commencer dehors, il savait que ce n'était pas seulement sa fortune en jeu, mais tout le pari de sa vie. Il se murmura à lui-même qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible désormais. Il devait gagner. Il n'y avait pas d'autre choix. Le lendemain de l'arrivée des fonds, il contacta immédiatement le meilleur cabinet d'architecture de la ville et engagea l'équipe de construction la plus réputée de la région, dirigée par un homme nommé Capitaine Zhao.
Zhao était un homme honnête qui, en voyant l'ancienne maison familiale, ne put s'empêcher de se gratter la tête et de demander à Fu Qing s'il comptait vraiment la démolir. Fu Qing le confirma, ce qui poussa le capitaine Zhao à demander ce qu'il comptait construire, en faisant remarquer que toute la zone alentour allait bientôt devenir un aéroport. Il sortit calmement un jeu de plans et dit à oncle Zhao de ne pas s'inquiéter, car il avait déjà commandé une conception professionnelle. Le capitaine Zhao prit les plans et, après un simple coup d'œil, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Mon Dieu !» marmonna-t-il. Il remarqua qu'il y avait 4 étages avec un sous-sol et une terrasse panoramique, pratiquement une villa de luxe. Fu Qing répondit simplement que ce n'était pas une villa, mais un hôtel. Le capitaine Zhao et les ouvriers derrière lui restèrent là, complètement silencieux, totalement stupéfaits par le mot hôtel. Ils étaient hébétés, leurs expressions reflétant exactement celles qu'avaient eues les auditeurs de la banque auparavant. Le capitaine Zhao ne put s'empêcher d'éprouver un doute persistant. Il regarda les yeux déterminés de Fu Qing et resta silencieux, fixant les plans pendant un long moment avant de reporter son regard sur l'emplacement de la maison. Lentement, son regard se déplaça. Il se frappa la cuisse en comprenant soudain, s'exclamant qu'il comprenait enfin la vision de Fu Qing. Il loua l'intelligence du jeune homme, cherchant ses mots, répétant sans cesse « c'est ce qu'on appelle », tout en essayant de trouver le terme approprié. Il bégayait sans arrêt, tentant de décrire la brillance du plan, son excitation grandissant, même si les mots lui manquaient momentanément. C'était un moment de pure révélation, ponctué de bégaiements, alors que l'ampleur de l'ambition commençait enfin à s'imposer aux vétérans du bâtiment. Il continuait à chercher ses mots, manifestement impressionné par l'audace de construire un hôtel en plein milieu de la trajectoire d'un aéroport. Les ouvriers observaient leur chef, encore pris dans une boucle d'incrédulité et d'admiration soudaine et fébrile pour la stratégie du garçon. Il répétait sans cesse la même phrase, son esprit s'efforçant de classer ce projet sans précédent qui défiait toute logique locale. Finalement, il s'efforça de décrire les contraintes uniques et le pur génie du potentiel de cet emplacement. Le capitaine Zhao peinait à trouver les mots justes, balbutiant que ce plan était tout simplement, eh bien, c'était tout autre chose. Il répétait sans cesse « ça s'appelle », cherchant dans son esprit le terme technique approprié pour une initiative aussi audacieuse. Fu Qing se contenta de l'observer, ressentant une satisfaction silencieuse à l'idée que, dès aujourd'hui, la première partie du plan était enfin lancée. Il ordonna à l'équipe d'utiliser les matériaux disponibles et de commencer immédiatement, et bientôt, les machines lourdes rugirent en se mettant en marche. Au début des travaux, plusieurs voisins qui n'avaient pas encore déménagé se rassemblèrent, curieux de découvrir la cause de toute cette agitation. Nous voyons la vieille maison remplie de souvenirs d'enfance s'effondrer sous le poids du bulldozer, arrachant des exclamations de surprise à la foule qui regarde. Les voisins murmuraient que Fu Qing devait être vraiment fou, démolissant une maison en parfait état sans la moindre hésitation. Un homme nommé Li Shun se tenait là, les bras croisés, ricanant qu'il avait entendu dire que Fu Qing avait apporté une fortune pour construire une villa de style occidental. Il se moquait de l'idée, suggérant qu'elle avait plus d'argent que de bon sens et se demandant ce qui se passerait une fois la construction réellement terminée. D'autres ajoutaient, en demandant si elle n'aurait pas peur de vivre toute seule dans une maison aussi grande et isolée la nuit. Il plaisantait, en disant qu'avec aucun voisin aux alentours, ce serait comme vivre dans un cimetière, un cas classique où la vanité mène à la souffrance. Il se demandait si défier le bureau d'urbanisme finirait mal, mais Fu Qing restait totalement indifférente à leur commérage oisif. Debout devant les ruines, il observait attentivement les ouvriers jusqu'à ce que le tumulte attire finalement l'attention du maire de la ville, Zheng Daqian. Le maire regardait depuis sa voiture, probablement surpris que, au lieu de venir le voir en larmes, Fu Qing fasse une scène aussi audacieuse. Zheng Daqian baissa sa vitre et l'appela, et Fu Qing s'approcha calmement pour demander s'il y avait un problème. Le ton du maire était accusateur lorsqu'il exigea de savoir ce qu'il faisait, ce à quoi Fu Qing répondit qu'il faisait simplement des rénovations. Zheng Daqian insista, demandant pourquoi une rénovation nécessitait une démolition totale et s'il avait même les permis nécessaires pour une reconstruction. À la grande frustration du maire, Fu Qing sortit les documents, et après avoir constaté à quel point ils étaient complets, Zheng jeta les dossiers en arrière. Sa voix devint menaçante lorsqu'il avertit que la construction de l'aéroport était une affaire sérieuse et qu'il ne fallait pas la prendre à la légère. Il dit à Fu Qing que toute interférence ou construction illégale serait sévèrement sanctionnée, tandis que Fu Qing, calme, rangeait ses documents. Fu Qing regarda le maire droit dans les yeux, lui assurant que chacune de ses actions était strictement conforme à la loi. Il déclara qu'il n'interférerait avec personne et s'attendait à ce qu'on en fasse autant avec lui, une fermeté à laquelle Zheng Daqian n'avait probablement jamais été confronté. Finalement, le maire poussa un profond grognement et remonta sa vitre avant de s'éloigner en voiture, bien que Fu Qing sache que cette visite était un avertissement. C'était une épreuve de sa détermination. Et dans les jours qui suivirent, il vécut pratiquement sur le chantier alors que la structure du bâtiment commençait à s'élever. Sur ce terrain vide, la structure prenait de l'ampleur chaque jour.
À la fin du premier mois, les fondations et le sous-sol étaient terminés. Au bout du deuxième mois, la structure principale était achevée et enfin, le dernier camion de béton fut coulé sur le toit du quatrième étage. Le capitaine Zhao célébra en allumant des pétards tandis que Fu Qing se tenait sur le toit brut, contemplant la terre sous ses pieds. De là, la silhouette de l'aéroport lointain devenait de plus en plus nette. Son hôtel et le futur terminal étaient désormais engagés dans une course silencieuse. C'était un concours pour voir lequel serait révélé au monde en premier. Mais alors qu'il discutait des matériaux des murs avec le designer, une flotte de véhicules des forces de l'ordre fit soudain irruption sur les lieux, et une douzaine de fonctionnaires descendirent de leurs voitures. Ils portaient des uniformes de différents départements, menés par un homme d'âge moyen, avec Zheng Daqian qui les suivait de près, arborant un léger sourire froid. Le fonctionnaire en tête exigea de savoir qui était responsable ici, sa voix tranchante et pleine d'une autorité bien rodée. Fu Qing s'avança pour s'identifier, mais l'homme brandit une carte d'identité et annonça qu'il formait une équipe conjointe d'intervention. Il prétendait avoir reçu des signalements de graves infractions au code de la construction, de danger pour la sécurité et de pollution de l'environnement, et Fu Qing comprit que les vrais ennuis venaient d'arriver. Zheng Daqian resta silencieux, mais le regard triomphant dans ses yeux disait tout. À vrai dire, il ne cherchait même pas à le cacher. Face au groupe, Fu Qing répondit calmement que tous leurs permis étaient en règle et que les travaux respectaient toutes les normes nationales. L'officiel répliqua sèchement que la légalité n'était pas à Fu Qing d'en juger et ordonna aussitôt à son équipe de commencer l'inspection. Il leur demanda de vérifier chaque détail, sans rien laisser au hasard dans leur recherche d'une erreur. On voit les officiels envahir le chantier, certains vérifiant la sécurité incendie, d'autres mesurant le niveau sonore ou prélevant des échantillons d'air pour les analyser. D'autres se penchaient sur les registres de construction. Le capitaine Zhao et les ouvriers étaient stupéfaits, mais Fu Qing les retint de toute intervention. Il les laissa fouiller, sachant au fond de lui qu'il ne s'agissait que de la vengeance de Zheng Daqian. Il devait alors rester calme. L'après-midi, le chantier fut paralysé par l'obstruction des officiels. Ils prétendirent le ferraillage non conforme, exigèrent des mesures, puis jugèrent la poussière mal contrôlée, méritant une amende. Ils réclamèrent même le permis de la cantine, tandis que Zheng Daqian chuchotait sans cesse aux responsables. Tous deux lançaient sans cesse des regards malveillants dans sa direction, mais Fu Qing resta parfaitement silencieux tout au long de l'épreuve. À la place, il utilisa son téléphone pour enregistrer discrètement chaque mouvement et chaque visage sur les lieux, continuant jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Après avoir retourné tout le chantier, le groupe se rassembla enfin pour que le fonctionnaire d'âge moyen livre son résumé. Il annonça qu'après une inspection détaillée de l'après-midi, le chantier avait été jugé globalement conforme aux réglementations. Il était évident qu'il détestait prononcer ces mots, et Fu Qing ressentit enfin un certain soulagement. Il s'était préparé à cela. Depuis le moment où il avait décidé de construire l'hôtel, il avait poussé chaque détail à l'extrême, allant jusqu'à engager la meilleure société de supervision disponible. Il avait exigé des certificats de qualité pour chaque lot de matériaux et s'était assuré que chaque phase de la construction suivait les plans à la lettre. Son objectif était de créer un bâtiment irréprochable, et en voyant le résultat, le visage de Zheng Daqian devint extrêmement sombre. De toute évidence, l'homme ne s'attendait pas à ce qu'un jeune homme dans la vingtaine soit aussi méticuleux et ne laisse absolument aucune place à l'erreur. Cependant, le responsable changea soudainement de ton, soulignant que, puisque le site était adjacent au projet de l'aéroport, la situation était particulière. Pour garantir une sécurité totale, ils ordonnèrent un arrêt de travail d'1 semaine pour une auto-inspection, une décision qui fit finalement éclater le capitaine Zhao de colère. Le responsable afficha immédiatement un visage sévère, prêt à imposer son autorité au contremaître qui criait. Mais alors que Fu Qing regardait ce visage gras et arrogant, il esquissa soudain un sourire calme. À vrai dire, c'était presque un rire. Il mentionna qu'il venait d'envoyer la vidéo qu'il avait enregistrée à un ami travaillant pour les médias provinciaux. Il leur demanda d'imaginer ce qui se passerait si le public voyait exactement comment s'était déroulé cet après-midi. Après tout, il n'était qu'un homme essayant de protéger son foyer. Il se présenta comme un simple citoyen sans pouvoir, contraint d'utiliser de telles méthodes maladroites pour se défendre, et à ces mots, le sourire du responsable se figea instantanément. Le responsable le fixa, complètement stupéfait, les yeux remplis d'incrédulité. Il n'aurait probablement jamais imaginé un tel dénouement, même dans ses rêves les plus fous. À ses yeux, Fu Qing n'était qu'un orphelin faible et sans défense, et pourtant il cachait un atout aussi puissant. L'officiel d'âge moyen sentit l'atmosphère changer et s'approcha rapidement pour demander « Mère Zheng, comment devons-nous gérer cela ?» Zheng Daqian lui lança un regard furieux et, les dents serrées, finit par ordonner de laisser les travaux de construction se poursuivre. Sans se retourner, il monta dans sa voiture et mena son soi-disant groupe d'intervention dans une retraite pathétique et précipitée. Un soudain cri de joie éclata sur le chantier alors que le capitaine Zhao et les ouvriers adressaient à Fu Qing un pouce levé admiratif.
Il le trouvait impressionnant, mais seul Fuching savait que ses paroles audacieuses n'étaient qu'à moitié vraies. Il avait bien enregistré la vidéo, c'est certain. Cependant, l'ami dans les médias était un pur bluff. Il misait sur le fait que la mauvaise conscience de Zheng Daqian l'empêcherait d'aller plus loin. Il avait gagné son pari, mais sachant que cet homme ne laisserait pas tomber, il regarda vers les lumières lointaines de la ville et sortit son téléphone. Il appela Su-Wan et lui dit qu'il risquait d'avoir de gros ennuis, lui expliquant tout ce qui s'était passé cet après-midi-là. Un long silence s'installa de son côté, ce qui le poussa à demander si elle était toujours là. Sa voix semblait fatiguée, mais étonnamment posée. Elle lui dit de ne pas paniquer, ce à quoi il répondit qu'il ne paniquait pas. Il voulait simplement savoir quelle devait être sa prochaine démarche. Su-Wan commença à analyser la situation, notant qu'affronter l'homme sur son propre terrain ne mènerait qu'à une défaite. Il était certain qu'il subirait une perte et insista pour changer de plan. Lorsqu'on lui demanda une nouvelle stratégie, il cita simplement l'art de la guerre. Toute guerre est fondée sur la tromperie. Puisque ses permis étaient en règle et que tout était légal, cela constituait sa force directe, sa base solide. Parce que Zheng Daqian ne pouvait pas trouver de faille légitime, il était contraint d'utiliser des méthodes douteuses. Il leur fallait donc une autre approche. Il devait attaquer par surprise depuis une direction inattendue. Et en écoutant, les idées de Fuching s'éclaircirent. Lorsqu'il demanda en quoi consistait cette attaque surprise, Xu-Wan répondit lentement et clairement « L'aéroport, le projet de l'aéroport international d'Anning lui-même. » Fuching resta stupéfait un instant, mais elle poursuivit, lui demandant quelle était la véritable compétitivité centrale de son futur hôtel. C'était son emplacement unique et sa proximité immédiate avec l'aéroport. Désormais, il ne pouvait plus limiter sa vision. Elle expliqua qu'il ne pouvait pas se concentrer uniquement sur ce minuscule terrain à Anning Town, ni continuer à s'acharner sur un clown comme Zheng Daqian. Il devait élever son point de vue à l'échelle du projet de l'aéroport lui-même et trouver un moyen de faire en sorte que les promoteurs le considèrent comme l'un des leurs. Les paroles de Xu-Wan furent comme un éclair, dissipant instantanément le brouillard dans son esprit alors qu'il comprenait pourquoi Zheng Daqian se sentait si à l'aise de l'intimider. C'était parce qu'aux yeux de l'officiel, il n'était qu'un individu isolé. Cependant, s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à s'associer à une entité géante comme l'aéroport, alors Zheng Daqian y réfléchirait à 2 fois avant d'agir. Mais la véritable question, bien sûr, était de savoir comment créer un tel lien. Fuching admit son hésitation, notant que l'aéroport était un grand projet provincial et que les responsables étaient bien au-dessus de sa condition. Il avait l'impression de n'avoir aucun moyen de les approcher, mais Xu-Wan se contenta de rire et demanda qui avait parlé de contacter directement la haute direction. Elle lui demanda s'il avait oublié son plus grand atout, laissant Fuching se demander de quoi il pouvait bien s'agir. Xu-Wan expliqua rapidement qu'à part l'aéroport lui-même, son chantier était le seul endroit à Anning où une grande foule se rassemblait. On comprend son point de vue. Le site de l'aéroport comptait des milliers d'ouvriers, et tous avaient besoin d'un endroit pour manger et de produits de première nécessité. Leur vie était probablement monotone et peu pratique, et lui se trouvait justement à côté d'eux. On pourrait dire que c'était une opportunité parfaitement synchronisée. Il comprit aussitôt ce qu'elle voulait dire et lui demanda si elle souhaitait qu'il lance une entreprise pour répondre à leurs besoins, percevant une pointe d'enthousiasme dans sa voix. Elle lui répondit que ce n'était pas qu'une question de business. C'était sa meilleure chance de s'intégrer à l'ensemble de l'écosystème du projet aéroportuaire. Il pouvait utiliser son site actuel pour ouvrir une petite zone de service temporaire, une cantine, une supérette ou même un cinéma en plein air. L'investissement serait minime, mais il permettrait de répondre aux besoins immédiats des ouvriers en leur offrant de la commodité et de l'attention, plutôt que de simples produits. Fuching était réellement impressionné, la traitant de génie, bien que Xu-Wan ait simplement ri, fidèle à son calme habituel. Elle affirma qu'elle n'était pas le génie, mais que c'était lui qui l'avait inspiré en choisissant de construire son hôtel juste à côté de l'aéroport dès le départ. Elle lui rappela qu'en résolvant les difficultés quotidiennes des ouvriers, il ne se contentait pas de vendre des produits, il construisait une réputation auprès de milliers d'hommes. Lorsque ces milliers d'ouvriers commenceraient à compter sur sa bienveillance, elle lui demanda comment, selon lui, les responsables de la construction de l'aéroport le percevraient alors. Il le verrait comme un partenaire visionnaire, un allié capable de stabiliser leur arrière-garde et de gérer leurs soucis logistiques sans même qu'on le lui demande. À ce moment-là, fit-elle remarquer, son hôtel ne serait plus simplement un bâtiment solitaire et isolé planté au milieu de nulle part. Xu-Wan poursuivit ses conseils, lui rappelant qu'une personne capable de construire un tel hôtel ne pouvait certainement pas être un imbécile. Elle le pressa d'agir rapidement, de placer leurs pions sur l'échiquier avant que Zheng Daqian n'ait la chance de faire son prochain coup.
Lorsque Fu Qing demanda quelle devrait être sa première étape, elle lui suggéra de trouver Oncle Zhao, dont les ouvriers avaient les compétences nécessaires pour construire un abri temporaire. Installer un grand stand de nourriture serait facile pour lui, et pour les fournitures, elle promit de fournir les numéros de contact de grossistes fiables de la ville. Elle souligna qu'il s'agissait de ses clients de confiance, mais que le prix devait être équitable. Ils ne cherchèrent pas à faire un profit rapide, mais plutôt à gagner le cœur des gens. Après avoir raccroché, il sentit chaque cellule de son corps s'éveiller, tandis que l'épuisement et la confusion qu'il ressentait auparavant disparaissaient complètement. À leur place, un sentiment d'espoir inédit s'installa. Ce soir-là même, il alla trouver Oncle Zhao et lui fit part du nouveau plan. Oncle Zhao tapa sur sa cuisse d'excitation, louant l'idée et avouant qu'il avait de la peine pour les frères sur le chantier de l'aéroport. Ces pauvres hommes étaient coincés à manger la nourriture de la cantine tous les jours, au point d'en être écœurés. Un stand de nourriture était exactement ce qu'il leur fallait. Avec un peu de bière et des brochettes, ils seraient aux anges. Oncle Zhao se tapa la poitrine, garantissant personnellement le succès du projet. Fidèle à sa parole, l'efficacité d'Oncle Zhao était stupéfiante. 3 jours plus tard, une structure faite de tubes en acier et de bâches colorées était prête. Une grande place simple avait vu le jour, que Fu Qing décida d'appeler la station-service, un endroit pour refaire le plein, aussi bien pour les ouvriers que pour son propre esprit. Pendant ce temps, les espions de Zheng Daqian observaient dans l'ombre, complètement perplexes de le voir construire un abri au lieu d'un hôtel. L'inauguration du stand de nourriture arriva rapidement et l'on vit Fu Qing organiser une petite cérémonie modeste pour marquer l'événement. Il installa une pancarte avec de grandes lettres rouges à l'entrée. Les 3 premiers jours, tout serait à moitié prix. Il demanda même à Oncle Zhao de faire distribuer des prospectus à l'aéroport. Le soir tomba. À la fin du service sur le chantier, des centaines d'ouvriers sortirent en masse. La plupart étaient recouverts de poussière et semblaient épuisés, mais ils s'arrêtèrent net en apercevant les lumières vives à proximité. L'arôme de viande grillée et de plats sautés flottait dans l'air, les laissant se demander ce que pouvait bien être ce nouvel endroit animé. On dirait un endroit pour manger, quelque chose qui s'appelle la station-service, suggéra quelqu'un alors que la foule se rassemblait. Ils décidèrent d'aller voir, et notre tout premier client fut un très jeune homme qui appela le patron. Lorsqu'il demanda si tout était vraiment à moitié prix, Fu Qing répondit avec un sourire que c'était bien le cas. Fu Qing se rendit personnellement en cuisine, travaillant avec une rapidité impressionnante pour servir une portion de riz fumante et généreuse. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent devant la montagne de porc posée devant lui, et bientôt, un deuxième puis un troisième client arrivèrent. En moins d'1 heure, toute la station-service était bondée de gens assis en groupe, commandant des petits plats et des caisses de bière. Les frustrations qu'ils avaient refoulées toute la journée sur le chantier furent enfin relâchées, portées par l'alcool et la bonne nourriture. La nuit, autrefois vide et silencieuse, s'embrasa soudain d'une énergie tapageuse qui donnait l'impression d'être vraiment vivante. Oncle Zhao et ses ouvriers étaient là aussi, le visage rougi par l'alcool. La première étape du plan était un succès. Au fil des jours suivants, les affaires à la station-service devinrent de plus en plus florissantes, transformant la modeste cabane en une véritable sensation locale. Elle devint le seul refuge et paradis pour les ouvriers dans leur vie autrement monotone sur le chantier de l'aéroport. Cependant, l'ambiance changea lorsque quelques inconnus entrèrent, poussant les ouvriers attablés à froncer les sourcils en sentant que des ennuis se préparaient. Fu Qing sortit de la cuisine, détacha son tablier et demanda calmement aux hommes à l'allure agressive ce qu'ils voulaient manger. Le chef confirma que Fu Qing était le patron et déclara sans détour qu'ils n'étaient pas là pour manger, mais pour collecter l'argent de la protection. Il leva 5 doigts, affirmant que pour faire des affaires à Anning, il fallait suivre leurs règles et payer chaque mois. Avant même que Fu Qing ne puisse répondre, un homme costaud assis à une table voisine se leva soudainement dans un bruit sourd. C'était un entrepreneur du chantier de l'aéroport nommé Zhang, un homme qui était devenu un habitué de l'étal. L'entrepreneur Zhang demanda d'une voix basse et menaçante ce qu'il pensait en faire ici. Les autres ouvriers observaient, les sourcils froncés, voyant clairement que ces voyous étaient devenus exprès pour chercher des ennuis. Fu Qing resta impassible derrière le comptoir, attendant de voir jusqu'où ses invités indésirables comptaient aller. Le chef, un homme nommé Zheng Qi, jeta un regard circulaire en ricanant, manifestement peu impressionné par la modestie des lieux. Lui et ses sbires s'assirent comme s'ils étaient chez eux, tandis que l'un d'eux, un homme nommé Randy, commença à dévisager la foule. Zheng Qi fit clairement comprendre que si les choses devaient continuer ici, il faudrait désormais suivre ses règles. Il fixa Fu Qing d'un regard froid et autoritaire, attendant une soumission immédiate. Il était évident qu'il cherchait des ennuis ou peut-être simplement un moyen facile de soutirer de l'argent à une nouvelle entreprise. Alors que la tension montait, un jeune employé tenta de prendre la parole, mais on lui ordonna sèchement de ne pas s'en mêler. Les voyous menacèrent de régler leur compte avec tout le monde en même temps, mais l'entrepreneur Zhang se contenta de rire et saisit une bouteille de bière vide. D'une simple pression, la bouteille en verre éclata en d'innombrables morceaux dans sa main, démontrant une force brute et sans effort.
Nous voyons les sourires de Zheng Qi et de ses hommes se figer instantanément, alors que des ouvriers commencent à se lever dans tous les coins de la pièce. Des dizaines d'hommes robustes se dressèrent, certains brandissant des bouteilles en verre, d'autres saisissant de lourdes clés ou des planches de bois. Sans prononcer un mot, ils encerclèrent silencieusement le groupe de Zheng Qi, formant un mur de muscles et de détermination. Ces hommes avaient passé leur vie à travailler dur sur des chantiers, et bien qu'ils soient des gens simples, ils vivaient selon un code strict de loyauté. Parce que Fu Qing leur offrait une nourriture bonne et abordable, ils étaient plus que prêts à prendre sa défense quand cela comptait. Zheng Qi et ses petites frappes avaient l'habitude d'intimider les honnêtes gens du coin, mais ils n'avaient jamais été confrontés à une foule comme celle-ci auparavant. Tremblant d'un mélange de peur et de fausse bravoure, Zheng Qi cria, demandant ce qu'il pensait en faire et mentionnant son oncle, Zheng Daqian. L'entrepreneur Zheng cracha par terre avec un profond mépris, demandant si Zheng Daqian était censé être quelqu'un d'important. Il demanda ironiquement si le père du garçon était l'empereur de Jade lui-même, avant de leur dire de partir, avant que les choses ne deviennent violentes. Zheng Qi voulait lancer une dernière menace, mais en voyant le cercle d'ouvriers se resserrer autour de lui, son courage s'évanouit complètement. Lui et ses sbires s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent, suivis d'un éclat de rire moqueur de la foule. Fu Qing observa leur fuite pathétique, puis regarda les ouvriers qu'il avait protégés, ressentant une véritable vague de chaleur dans son cœur. Ainsi, nous voyons Fu Qing s'avancer et faire une profonde révérence respectueuse à l'entrepreneur Zhang et aux autres ouvriers, les remerciant de leur aide. L'entrepreneur Zhang agita simplement la main en riant de bon cœur, lui disant qu'il n'y avait pas besoin de remerciements puisqu'il ne supportait tout simplement pas ces vauriens. Il déclara qu'il protégerait cet endroit et que si quelqu'un osait encore causer des ennuis au patron Fu, il aurait affaire à plusieurs milliers de leurs frères, une déclaration qui fut accueillie par un rugissement d'approbation de tous ceux qui étaient présents. Debout au centre de la foule, Fu Qing regarda ces visages honnêtes et sincères et ressentit une profonde gratitude. Pendant ce temps, observant de loin, Zheng Daqian vit son neveu se faire chasser comme un chien errant et se mit à trembler de rage pure. C'est à ce moment-là qu'il comprit que la situation lui échappait complètement et que l'orphelin qu'il avait toujours méprisé s'était doté d'ailes bien plus puissantes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Non loin de là, la structure principale du bâtiment de 4 étages de Fu Qing était enfin achevée. Alors qu'il attendait ses décorations extérieures, il avait déjà choisi un nom pour celui-ci, l'Hôtel des Nuages. Au fond de lui, il était déterminé à faire en sorte que tous ceux qu'il avait un jour rabaissés lèvent désormais les yeux vers lui, admirant son succès. Après la fuite honteuse de Zheng Qi et de ses hommes, l'ambiance à la station-service atteignit un sommet d'excitation jamais vu. L'entrepreneur Zhang claqua une liasse de billets sur la table, disant à Fu Qing que s'il avait le moindre respect pour eux, il reprendrait son argent. Il précisa qu'il ne l'avait pas aidé pour obtenir un repas bon marché ou profiter de sa gentillesse. À cet instant, Fu Qing comprit qu'il avait gagné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Il avait véritablement conquis le cœur de ses hommes. L'incident parvint rapidement aux oreilles du centre de commandement du projet de l'aéroport, et au début, les responsables étaient très inquiets. À leurs yeux, des milliers d'ouvriers rassemblés dans un lieu privé non contrôlé représentaient un énorme risque pour la sécurité. Le département du projet aurait tenu une réunion d'urgence durant la nuit, au cours de laquelle quelqu'un proposa de fermer immédiatement la station-service de Fu Qing. Il voulait forcer tous les ouvriers à retourner sur le chantier fermé, mais le chef de l'équipe de construction s'y opposa farouchement. Il fit valoir que les enfermés ne feraient qu'accroître la tension et la pression jusqu'à ce qu'une catastrophe majeure finisse par se produire. Après un long et vif débat, un compromis fut finalement proposé. Plutôt que de considérer l'endroit comme une menace, ils décidèrent de le transformer en partenaire sous contrôle. Bientôt, un véhicule tout-terrain portant les plaques du centre de commandement de la construction de l'aéroport d'Anning s'arrêta juste devant le chantier. Un homme d'une trentaine d'années en descendit et se dirigea droit vers Fu Qing avec un sourire poli. Il demanda s'il avait affaire au patron Fu Qing. Fu Qing, un peu méfiant, confirma son identité et l'homme tendit la main pour se présenter. Il se présenta comme Qin Shu, le directeur adjoint de la logistique pour le projet de l'aéroport, et demanda s'il pouvait parler un instant. Après une brève hésitation, on les voit s'asseoir ensemble à une table vide près de la station-service. Fu Qing lui servit une tasse de thé aux herbes et attendit. Il demanda au directeur Qin ce qu'il avait à lui proposer. Qin Shu se contenta de sourire, son expression chaleureuse, et dit à Boss Fu de ne pas être si nerveux. Il expliqua qu'il n'était pas venu pour causer des ennuis. Au contraire, il était là parce qu'il voulait discuter d'une affaire. Fu Qing fut stupéfait par le mot coopération et demanda des précisions. Qin Shu ajusta ses lunettes et alla droit au but. Il expliqua qu'après une étude approfondie, le département avait convenu que la station-service avait grandement contribué à l'avancement régulier du projet de l'aéroport. Il lui était vraiment reconnaissant d'avoir offert un espace de détente aussi excellent aux ouvriers, une gentillesse rare dans un environnement aussi stressant.
Il souhaitait signer un accord de coopération officiel dans lequel le centre de commandement autoriserait officiellement sa station-service à devenir la première zone de service à la vie pour le projet de l'aéroport international d'Anning. Il proposait de fournir une signalisation officielle et une subvention mensuelle, avec une seule exigence spécifique en retour. Fu Qing sentit son cœur s'accélérer alors qu'il demandait quelle était cette exigence. Qin Shu le regarda, les yeux emplis de sincérité, et lui dit qu'ils avaient simplement besoin qu'il garantisse la sécurité alimentaire et la stabilité des prix. Il voulait que les ouvriers puissent manger avec plaisir et sans inquiétude. Il fit remarquer qu'il savait que les prix actuels de Fu Qing ne lui laissaient presque aucun bénéfice. La subvention était destinée à lui permettre de maintenir cela sur le long terme. L'arrière stable, les ouvriers bâtissaient. En assurant la stabilité de l'arrière sur le long terme, les ouvriers pouvaient se concentrer sur la construction en première ligne. En regardant le mot coopération sur l'accord, Fu Qing sentit ses yeux s'embuer. La stratégie ingénieuse de Su Wan, ce coup brillant et peu conventionnel, avait finalement réussi d'une manière qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Il n'était pas seulement devenu un allié du projet, il était désormais un partenaire officiellement reconnu. Sans hésiter une seconde, il donna sa réponse. Il accepta immédiatement, prit le stylo et signa son nom pendant que Qin Shu rangeait joyeusement l'accord. Qin Shu lui dit que ce fut un plaisir de faire affaire avec lui, ajoutant que s'il avait besoin d'aide ou faisait face à du harcèlement, il ne devait pas hésiter à l'appeler. Après avoir raccompagné Qin Shu, il appela aussitôt Su Wan, la voix tremblante d'excitation, pour lui annoncer qu'ils avaient réussi. Su Wan rit doucement à l'autre bout du fil, lui disant qu'elle l'avait su depuis le début et l'exhortant à retenir cette leçon. Elle expliqua que lorsqu'on apporte une valeur que les autres ne peuvent refuser, on devient un partenaire que tout le monde veut recruter. Il n'était plus une fourmi que l'on pouvait écraser. Son champ de bataille venait officiellement de changer de niveau. Et en effet, dès le lendemain, une toute nouvelle enseigne bleue fut accrochée à l'endroit le plus visible de la station-service, portant 2 lignes de caractères en gras. On pouvait y lire « Zone de service de vie désignée pour le projet de l'aéroport international d'Anning, autorisé par le département logistique ». L'enseigne faisait office de drapeau de commandement d'un général. Dès qu'elle fut installée, toute l'atmosphère de la station changea. On voit les ouvriers se tenir un peu plus droit en la regardant. Manger ici n'était plus simplement un repas, mais un avantage officiel. Grâce à cela, son identité passa de celle d'un petit entrepreneur controversé à celle d'un entrepreneur légitime soutenu par l'État. Il pouvait clairement sentir que les regards prédateurs et vigilants de Zheng Daqian s'étaient nettement retirés après avoir vu cette enseigne. Pendant au moins la semaine suivante, il n'y eut pas un seul incident de harcèlement, un rare moment de paix, pour être honnête. Le chantier comme la station profitèrent de ce bref répit, même s'ils savaient que ce n'était que le calme avant la tempête. Un homme comme Zheng Daqian n'abandonnerait jamais aussi facilement, et comme on pouvait s'y attendre, les ennuis arrivèrent une semaine plus tard, d'une manière inattendue. Ce matin-là, le vieux Li, le chauffeur de camion qui livrait habituellement le port, s'approcha de lui avec un visage plein de détresse. Il s'excusa auprès du patron Fu Qing, expliquant d'un ton lourd que la livraison de viande du jour n'arriverait pas. Fu Qing sentit son cœur se serrer et demanda précipitamment ce qui s'était passé. Le vieux Li alluma une cigarette, tira une longue bouffée et soupira. En livrant des marchandises à l'aube, il fut arrêté par des agents municipaux alléguant une infraction. Malgré son poids conforme, il réclamait 10 000 yuans sous peine de saisie de son camion pendant 1 mois. En entendant cela, Fu Qing sentit son cœur se serrer instantanément. Il comprit que ce n'était pas une coïncidence, mais une nouvelle manœuvre de Zheng Daqian. Comme il n'osait pas s'en prendre directement à Fu Qing, il s'attaquait à la chaîne d'approvisionnement à la place. Vieux Li ajouta, impuissant, qu'il n'était pas le seul. Ce matin-là, plusieurs camions livrant des légumes, de l'huile et des céréales avaient été interceptés à différents carrefours pour des raisons absurdes, allant d'un mauvais positionnement à des amendes et saisies arbitraires. Les chauffeurs locaux étaient désormais terrifiés à l'idée de livrer à la station. Plus aucun n'osait venir désormais. C'était une tactique classique pour couper ses ressources, et il fallait reconnaître qu'elle était très efficace. La station-service consommait chaque jour d'énormes quantités de nourriture. Si la chaîne d'approvisionnement se rompait, il devrait être fermé sous 2 jours. À midi, l'impact des pénuries devint douloureusement évident. Plusieurs ouvriers essayèrent de commander des plats spécifiques, mais il était tout simplement impossible de les préparer. Bien que les ouvriers soient compréhensifs, Fu Qing pouvait voir la déception dans leurs yeux, et au fond de lui, il devenait de plus en plus anxieux. Il appela immédiatement Qin Shu pour lui expliquer la situation, et à l'autre bout du fil, Qin Shu était absolument furieux. Il qualifia cela de scandaleux, affirmant que ces absurdités sabotaient activement le fonctionnement normal de l'ensemble du projet d'aéroport. Il promit de négocier immédiatement avec les responsables de la ville, mais 1 heure plus tard, il rappela Fu Qing avec un soupir d'impuissance. Il leur avait parlé, et bien qu'ils aient promis de régler le problème, les subordonnés ne faisaient que semblant tout en maintenant les points de contrôle.
C'était le protectionnisme local dans toute sa splendeur et en tant que siège, il n'avait aucune autorité administrative directe sur les responsables locaux de la ville. Il jouait à des jeux, installant. Fuching comprit qu'il ne pouvait pas compter sur les autres. Il devait trouver lui-même un moyen de percer. Il appela rapidement Su Wan, lui demandant si elle avait encore les coordonnées des marchés de gros de la ville dont elle avait parlé auparavant. Su Wan répondit immédiatement, confirmant qu'elle les avait, mais demanda avec inquiétude ce qui s'était passé pour qu'il fasse une demande aussi soudaine. Il expliqua brièvement la dernière manigance de Zheng Daqian et la situation désespérée dans laquelle se trouvait actuellement la station-service. Après un silence, Su Wan nota que ce coup visait à le coincer. Elle lui demanda quoi faire, vu l'éloignement des livraisons, les coûts en hausse et son manque de véhicules. Il répondit qu'il louerait ou achèterait un camion d'occasion. Les coûts plus élevés n'avaient pas d'importance, car les subventions du directeur Chin pouvaient couvrir la différence. Il lui affirma avec détermination qu'il voulait avoir le contrôle total de sa chaîne d'approvisionnement, refusant de laisser qui que ce soit le tenir à la gorge à nouveau. La voix de Su Wan trahissait une véritable admiration lorsqu'elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour le véhicule. Elle avait un client dans le secteur des voitures d'occasion. Elle promit de s'occuper des formalités administratives et même d'avancer les frais initiaux, tout en appelant le marché de gros pour s'assurer qu'ils reçoivent les meilleurs produits. Elle rappela à Fuching qu'Canning Town n'était qu'un petit étang, et que même si Zheng Daqian y était un gros poisson, il n'était rien en dehors de celui-ci. Son conseil était simple, il devait planter ses racines dans les vastes rivières et mers au-delà de ce petit étang restreint. Ces paroles furent une révélation pour lui. Il avait été tellement concentré à se battre dans la ville qu'il en avait oublié qu'il pouvait tout simplement la contourner entièrement. 2 jours plus tard, on voit un camion bleu un peu usé s'arrêter juste devant l'entrée du chantier. Su Wan l'avait conduit elle-même, et en lui tendant les clés, elle lui demanda s'il avait un permis de conduire. Il répondit avec assurance qu'il l'avait obtenu à l'université, même s'il n'avait pas conduit depuis un moment, ce qui, naturellement, posait un petit problème. Su Wan balaya la remarque d'un rire, lui disant que le camion était solide avant d'ouvrir l'arrière pour révéler qu'il était rempli à ras-bord. Elle expliqua qu'elle avait récupéré le premier lot de marchandises au marché de gros en venant, afin qu'il puisse les inspecter. En voyant les ingrédients frais et Su Wan fatigué par le voyage, Fuching sentit une boule dans sa gorge et eut du mal à trouver ses mots. Elle lui donna rapidement une tape sur l'épaule, lui disant de laisser de côté les sentiments et de commencer à décharger puisque les ouvriers attendaient pour manger. Elle plaisanta en disant qu'il pourrait la rembourser en lui réservant quelques suites présidentielles une fois que son hôtel ouvrirait enfin ses portes. Ce soir-là, les repas à la station-service furent plus copieux que jamais, et la nouvelle se répandit rapidement parmi les ouvriers. Lorsque les ouvriers apprirent que Fuching avait personnellement parcouru des dizaines de kilomètres en voiture jusqu'en ville pour ses provisions, ils furent stupéfaits. Le contremaître Zhang s'approcha de lui avec un bol de vin, le visage rougi par l'émotion, avouant qu'il n'avait que rarement autant respecté quelqu'un. Il déclara qu'ils étaient désormais tous à ses côtés et que cette station-service était devenue un foyer qu'ils étaient prêts à défendre. Soudain, des centaines d'ouvriers se joignirent à lui, leur voix s'élevant d'un même élan pour proclamer que c'était leur foyer et que personne n'y toucherait. À cet instant, nous avons compris que la tentative impitoyable de Zheng Daqian de les affamer avait complètement et irrémédiablement échoué. Au lieu de l'écraser, Zheng Daqian avait involontairement forgé un lien indestructible entre Fuching et ses travailleurs honnêtes. Avec son propre camion et une chaîne d'approvisionnement indépendante enfin assurée, les fondations de la station-service étaient désormais inébranlables. Il reporta toute son énergie sur la construction de l'hôtel, et le designer que Su Wan avait trouvé était vraiment de tout premier ordre. Elle conçut pour l'hôtel un style moderne et minimaliste qui tranchait nettement avec le chaos ambiant du chantier. On aurait dit une œuvre d'art tombée d'une ville du futur. Parallèlement, il ouvrit un petit supermarché sur place. Il se mit à vendre des cigarettes, des snacks et des produits de première nécessité, allant même jusqu'à installer plusieurs machines à laver. En proposant des services de blanchisserie, sa station-service s'était effectivement transformée en une véritable petite communauté autonome. Cela résolvait parfaitement toutes les préoccupations persistantes des ouvriers de l'aéroport, et bientôt, sa réputation commença à se répandre. Grâce aux éloges des ouvriers, tout le monde sur le chantier apprit l'existence du jeune patron compétent nommé Fuching. Un jour, alors qu'il faisait les comptes, Chin Shu entra soudainement, menant un petit groupe de personnes. Le chef était un homme d'une quarantaine d'années, encadré par 2 jeunes assistants munis de carnets et d'appareils photo. Ken Shu les présenta avec enthousiasme, identifiant l'homme comme le responsable du développement de projet du siège de Southern Airlines. Il s'agissait du directeur Chen Mo, qui menait une enquête préliminaire en vue des futures opérations aériennes, un détail qui fit battre le cœur de Fuching plus vite. Il se leva immédiatement pour lui serrer la main, répondant au sourire professionnel et affairé de Chen Mo par le sien. Chen Mo fit remarquer qu'il avait beaucoup entendu parler de lui, notant que le directeur Chin n'avait cessé de le louer tout au long du trajet. Fuching écarta modestement le compliment, et Chen Mo en vint rapidement au but de leur visite.
Il expliqua qu'en visitant le site de l'aéroport, ils avaient aperçu de loin son bâtiment au design saisissant. Le directeur Chin leur avait dit qu'il s'agissait d'un hôtel sur le point d'ouvrir ses portes, et Chen Mo demanda s'il en était bien le propriétaire. Lorsque Fu Qing le confirma, Chen Mo demanda à visiter les lieux, une requête qui fut acceptée sans la moindre hésitation. Ainsi, mettant de côté ses registres, il les conduisit vers l'hôtel, tandis que Chen Mo commençait à poser une série de questions précises. Ses réponses étaient calmes et claires alors qu'il les menait dans le hall de l'hôtel, qui, bien qu'encore en travaux, les laissa tous visiblement stupéfaits. Debout là, on aperçoit au loin le chantier ou des rangées de grues à faire, ce qui permet d'imaginer aisément le futur proche. De ce point de vue, on verrait des avions argentés décoller, un impact visuel véritablement sans égal. Le directeur Chen Mo ne put s'empêcher de faire un compliment sincère, disant à Fu Qing qu'il était vraiment impressionné par sa vision. Alors que tout le monde se concentrait sur les indemnisations immédiates de la démolition, lui avait perçu la valeur future. Pendant ce temps, les assistants étaient occupés. Ils prenaient sans cesse des photos et des notes, tandis que nous nous dirigions vers la terrasse d'observation sur le toit où toute la scène s'étendait devant nous. De là, on pouvait voir l'ensemble du chantier de l'aéroport, et Chen Mo regarda au loin en commençant à parler de l'équipage de sa compagnie aérienne. Il expliqua qu'après chaque mission de vol, les membres de leur équipage avaient besoin d'un endroit pour se reposer et que leurs exigences envers les hôtels partenaires étaient particulièrement élevées. La sécurité, la confidentialité et la commodité étaient toutes non négociables, et cet hôtel bénéficiait d'un avantage naturel unique grâce à son emplacement géographique. C'était le bâtiment le plus proche de l'aéroport, encore plus que les dortoirs du personnel prévus, et il se tourna vers Fu Qing. Avec une certaine étincelle dans les yeux, il demanda à Fu Qing si, une fois l'hôtel ouvert, elle serait intéressée par une proposition précise. Il voulait savoir si l'hôtel pouvait devenir la résidence d'escale désignée pour l'équipage de Southern Airlines à l'aéroport d'Anning. En entendant cela, Fu Qing sentit son cœur rater un battement, sachant qu'un accord de coopération à long terme avec une compagnie aérienne représentait une opportunité énorme. Cela signifiait que, même avant l'ouverture, son hôtel bénéficierait de la clientèle la plus stable et la plus qualitative qui soit, un véritable rêve devenu réalité. Réprimant son excitation intérieure, il répondit qu'il était bien sûr intéressé, et Chen Mo acquiesça avec un sourire satisfait. Il promit qu'une fois la construction terminée, une équipe professionnelle viendrait effectuer une évaluation afin de finaliser un partenariat stratégique. Ensuite, il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit, suggérant qu'ils restent en contact avant que le groupe ne parte. Fu Qing resta seul sur le toit un moment, sentant le vent et se demandant si tout cela n'était pas un rêve, jusqu'à ce qu'il se prépare à redescendre. Du coin de l'œil, il aperçut une voiture garée sur la route au loin. C'était le véhicule de Zheng Daqian. Zheng Daqian était assis à l'intérieur avec une autre personne, semblant désigner l'hôtel du doigt tout en disant quelque chose à son compagnon. Ainsi, on voit Fu Qing descendre calmement les escaliers tout en envoyant un message à Xiu Wan, lui demandant de se renseigner sur quelqu'un pour lui. Depuis le toit, il utilisa son téléphone pour zoomer et prendre une photo floue des deux hommes au loin, ajoutant une note de suivi. Il précisa qu'il voulait tous les détails possibles sur l'homme en costume assis à côté de Zheng Daqian. Xiu Wan répondit presque instantanément. Elle accusa réception de la demande, sentant que quelque chose clochait, et il répondit que cette fois, cela pourrait être du sérieux, avant de se diriger vers la porte du chantier. Il s'approcha de l'oncle Zhao pour lui demander un service, et l'homme plus âgé accepta aussitôt, attendant d'entendre ce dont Fu Qing avait besoin. Fu Qing expliqua qu'il avait besoin d'une enseigne fabriquée dans le meilleur bois et sculptée à la main, ce qui poussa l'oncle Zhao à demander ce qu'elle devait indiquer. Sortant un stylo et du papier, il écrivit soigneusement les mots précis qu'il voulait voir affichés pour que tout le monde puisse les lire. L'enseigne disait « L'entrée est strictement interdite aux visiteurs non payants ». L'oncle Zhao fixa les mots un instant, surpris. Il ne tarda pas à rire, comprenant que Fu Qing établissait des règles pour certaines personnes et promit de trouver le meilleur menuisier de la ville pour s'en charger. Il lui assura que ce serait parfaitement réalisé, et 3 jours plus tard, la pièce terminée était prête à être dévoilée. Taillée dans un bloc massif de bois de rose, l'enseigne fut placée à l'endroit le plus visible à l'entrée du chantier de l'hôtel. L'apparition de cette enseigne attira immédiatement l'attention de tous, en particulier celle des ouvriers qui avaient l'habitude de prendre leur repas à la station-service voisine. En passant devant, ils y jetaient un coup d'œil et souriaient intérieurement, comprenant parfaitement à qui le message s'adressait. Naturellement, Zheng Daqian la remarqua aussi, et il savait très bien que les invités non payants faisaient référence à lui et à son illustre compagnon. C'était la façon la plus directe pour Fu Qing de leur faire comprendre que leurs regards avides n'étaient pas les bienvenus sur sa propriété. Un geste audacieux, en effet. Ce soir-là, Xiu Wan appela avec les résultats, identifiant l'homme comme étant Li Waiyu, un patron réputé pour un ensemble de compétences très particuliers. Il était spécialisé dans la recherche de projets de grande valeur présentant des faiblesses ou des litiges cachés, puis utilisait diverses tactiques pour forcer un rachat à bas prix.
Après les avoir reconditionnés et revendus pour des profits énormes, il laissait derrière lui une traînée d'entreprises ruinées. Le rapport de Xuan était glaçant. Chaque mot faisait sombrer un peu plus le cœur de Fuqing, et il se demanda à voix haute comment un tel homme pouvait être impliqué avec Zheng Daqian. Xuan répondit immédiatement, précisant qu'une société d'investissement au nom de Li Huayu était apparue dans les registres officiels le mois dernier. Nous avons appris que Li Huayu s'était associé au frère cadet de Zheng Daqian pour fonder une nouvelle société appelée Anning Konggang Company, Latida. Xuan lui demanda alors de deviner où la société était enregistrée, et la révélation frappa Fuqing comme un coup physique. Il demanda si c'était sur sa propre propriété, et la voix de Xuan se fit glaciale lorsqu'elle confirma ses pires craintes. C'était en effet sur son terrain. Tout prenait enfin sens, car Zheng Daqian n'avait jamais eu l'intention de le laisser vivre en paix. Il avait été exclu de la zone de développement précisément pour que ce terrain puisse être saisi plus tard, sachant que sa valeur allait exploser. En faisant collaborer son frère avec l'entreprise de Li Huayu, le plan était de finir par s'approprier toute cette zone. L'hôtel de Fuqing se trouvait directement sur le chemin de leur fortune. C'est pourquoi ils utilisaient toutes les tactiques possibles pour le chasser. Ils voulaient transformer son hôtel en leur propre hôtel. Il semble que toutes ces petites manigances précédentes n'étaient que des amuse-bouches. Maintenant que les véritables prédateurs du monde des affaires étaient entrés en jeu, un Fuqing inquiet demanda à Xuan quelle serait leur prochaine démarche. Xuan expliqua que les méthodes de Li Huayu comportaient en généralement 3 étapes, en commençant par une campagne de diffamation pour ruiner sa réputation. Ils allaient le faire passer pour un boulet afin d'ébranler la confiance de ses partenaires, puis venait la deuxième étape, un harcèlement judiciaire incessant. Ils utiliseraient des procès sans fondement pour épuiser son énergie et ses capitaux avant de porter le coup final en coupant complètement ses sources de financement. Fuqing resta silencieux pendant un long moment, le temps d'assimiler son analyse, avant de déclarer finalement que s'il voulait jouer, il était prêt. Il était déterminé à aller jusqu'au bout, même si Xuan ne pouvait s'empêcher d'éprouver une pointe d'inquiétude pour lui. Il lui demanda de surveiller de près chaque transaction et chaque mouvement entre le cabinet et la nouvelle société afin d'anticiper leur prochaine action. Pendant ce temps, il prévoyait de finaliser rapidement le partenariat avec Nanxing, car il avait besoin d'un puissant allié officiel pour lui servir de bouclier. De plus, l'hôtel devait être achevé à toute vitesse. Une fois que la trésorerie commencerait à rentrer, il pourrait se permettre de les attendre. En entendant sa détermination, Xuan poussa un long soupir de soulagement, remarquant qu'il avait vraiment mûri. Il regarda par la fenêtre le panneau interdisant l'entrée, se disant qu'il avait été forcé de changer dans un monde qui ne croit pas aux larmes. Pour survivre, il comprit qu'il devait devenir un guerrier encore plus redoutable que les ennemis qui se tenaient à sa porte. L'attaque de l'usine de machines est arrivée bien plus vite et plus violemment que nous ne l'avions prévu. Du jour au lendemain, plusieurs forums locaux de la ville d'Anning, ainsi que certains comptes de médias urbains, ont été inondés d'articles au ton virulent, avec des titres sensationnalistes destinés à susciter l'indignation. Il se demandait d'où un jeune homme seul avait pu obtenir 500 000 $ pour un projet de construction illégale juste à côté de l'aéroport. Les articles prétendaient révéler les capitaux derrière le Cloud Hotel, tirant la sonnette d'alarme sur la sécurité d'un bâtiment situé à moins de 100 mètres de la piste. Il soutenait que cela représenterait un immense danger pour les futurs vols, dépeignant Fuqing comme un propriétaire cupide au passé mystérieux et suspect. Il était présenté comme un homme prêt à ignorer la sécurité publique pour de l'argent, tandis que le texte laissait fortement entendre que ces prêts avaient été obtenus par des moyens illicites. Les articles allaient même jusqu'à suggérer qu'il avait eu des transactions douteuses avec la banque et les autorités de l'aéroport. Toutes les personnes impliquées étaient traînées dans la boue alors que ces articles se répandaient sur Internet comme un virus numérique. Le public commença à murmurer qu'il était impossible qu'un jeune homme puisse avoir un tel pouvoir à lui seul. Il devait forcément être soutenu par quelqu'un. Ils attendèrent de voir comment il gérerait les conséquences, tandis que Li Shun, naturellement, prenait un malin plaisir au chaos qui se déroulait autour de lui. Il passait son temps à transférer les articles dans divers groupes WeChat, ajoutant ses propres commentaires incendiaires pour attiser le feu. Il affirmait que le malheur s'abat sur ceux qui manquent de vertu, et bientôt, cette opinion publique négative atteignit le siège du projet de l'aéroport. Qin Shu appela immédiatement Fuqing, la voix chargée d'anxiété, pour lui demander s'il avait vu les articles qui circulaient en ligne. Il avertit que la direction subissait une pression immense, mais Fuqing répondit d'une voix étonnamment calme. Il dit à Qin Shu qu'il allait gérer la situation, convaincu que la vérité finirait par éclater, puis il raccrocha. Avant même d'avoir pu reprendre son souffle, l'oncle Zhao le trouva, l'air absolument furieux face à l'intimidation flagrante dont ils étaient victimes. Lorsque Fuqing lui demanda ce qui n'allait pas, l'oncle Zhao expliqua avec une grande indignation ce qui venait de se passer sur le chantier. Une entreprise appelée Hongfa Construction avait envoyé des gens sur leur site spécifiquement pour débaucher les maîtres expérimentés travaillant sous ses ordres.
Ils offrirent le double du salaire ainsi que tous les avantages. Et le cœur de Fuching se serra en apprenant que certains des jeunes ouvriers étaient déjà tentés. Il alla voir ces jeunes ouvriers, mais il ne les réprimanda pas. Au lieu de cela, il les regarda calmement et leur dit qu'il comprenait leur situation. Il leur dit que s'ils souhaitaient partir, il ne les en empêcherait pas, et que chaque centime de leur salaire leur serait versé intégralement. Cependant, il les avertit que les portes de l'hôtel des nuages ne leur seraient plus jamais ouvertes. Puis, il se détourna du groupe. Les jeunes hommes restèrent là à se regarder les uns les autres, mais au final, pas un seul ne partit. Ils n'étaient pas idiots, après tout. Ils voyaient bien qui construisait réellement un avenir et qui était là uniquement pour détruire. Alors l'équipe de l'oncle Zhao tint bon. Mais comme on le voit souvent, de nouveaux ennuis survinrent aussitôt, et dès le lendemain, il reçut une convocation officielle du tribunal. Une entreprise dont il n'avait même jamais entendu parler le poursuivait en justice, affirmant que son projet nuisait à leurs activités commerciales. Il réclamait $1 million de dommages et intérêts ainsi que l'arrêt immédiat de la construction de son hôtel, ce qui était plutôt audacieux. L'adresse enregistrée de l'entreprise était un terrain vague à quelques kilomètres de là, où il n'y avait pas âme qui vive. Il s'agissait clairement d'un procès malveillant. Le but était simplement de le retarder et d'épuiser ses derniers fonds, en le forçant à engager un avocat pour préparer sa défense. Avec un capital déjà très limité, cette nouvelle dépense fut un coup dur, ne lui laissant plus que 3 ou 4 heures de sommeil par nuit. Il gérait le chantier, calmait les ouvriers et voyait des avocats, à bout de force. Une voix lui dit de ne pas craindre. Ces ruses étaient typiques de Jibo Chang. Beaucoup y ont succombé, mais pour lui ce serait différent. On lui dit alors de regarder vers la station. Chassant sa fatigue, Fuching se dirigea vers la porte, confus, et aperçut une file de véhicules rassemblés à la station-service. Il y avait des voitures partout, remplissant l'espace à perte de vue, alignées les unes derrière les autres dans une file ininterrompue. Le nombre impressionnant de véhicules était stupéfiant, créant une scène qui semblait presque impossible compte tenu des circonstances. Rangées après rangées, les voitures étaient là, témoignant silencieusement d'un changement dans l'atmosphère autour du projet. Fuching s'essuya de nouveau les yeux et s'avança jusqu'à l'entrée, essayant encore de comprendre ce qu'il voyait. Dans l'espace ouvert devant la station, des dizaines d'ouvriers qui venaient de terminer leur service étaient regroupés, penchés sur leur téléphone. Il laissait systématiquement des commentaires sous chaque article qui avait tenté de salir sa réputation, un par un. Leurs mots étaient crus, parfois même ponctués d'insultes, mais il savait qui les traitait bien et était déterminé à le défendre. En les regardant, ses larmes recommencèrent à monter, cette fois par pure gratitude, alors qu'une soudaine prise de conscience le frappait. Jibo Chang avait l'argent, l'équipe et les sales méthodes, mais il y avait une chose qu'il ne posséderait jamais, la confiance véritable. Il s'essuya le nez et s'avança vers eux, appelant frère Zhang et les autres, qui lui répondirent simplement par un large sourire. Ils lui dirent qu'il n'y avait pas besoin de les remercier. Ils disaient simplement qu'ils ne supportaient pas de voir de bonnes personnes se faire malmener et encouragèrent Fuching à ne pas avoir peur. Avec des milliers de frères derrière lui, ils promirent que si quelqu'un osait toucher à un seul de ses cheveux, ils raseraient le quartier général. En voyant leur visage honnête et déterminé, la confusion et la peur qui subsistaient dans son cœur disparurent complètement. Se redressant fièrement, il composa le numéro du directeur Chen Mo chez Nanqing, se présentant comme Fuching avec une confiance retrouvée. Il reconnut les rumeurs qui circulaient en ligne, déclarant clairement qu'il n'avait pas l'intention de donner des excuses inutiles ou de longues explications. Au lieu de cela, il a adressé une invitation directe au directeur et à l'équipe d'évaluation pour qu'ils puissent effectuer une inspection sur place de l'hôtel à tout moment. De plus, il a proposé un pari. Si l'évaluation était concluante, il signerait immédiatement et il leur offrirait une réduction de 20% pendant 3 ans. En cas d'échec, il prendrait en charge personnellement tous leurs frais de voyage. Il misait tout sur sa propre réputation et sa crédibilité. Le directeur accepta de venir avec leur équipe la plus professionnelle, espérant ne pas être déçu, ce à quoi Fuching répondit fermement que l'affaire était conclue. Après avoir raccroché, il alla immédiatement trouver oncle Zhao, lui annonçant qu'ils avaient exactement 3 jours pour se préparer à l'arrivée des évaluateurs. Il investit chaque centime de son capital restant dans ce dernier sprint, concentrant toutes les ressources sur ce moment crucial. L'objectif était de présenter parfaitement le cœur de l'hôtel, les parties qui démontraient réellement sa valeur à l'équipe en visite. Il décida d'abandonner pour l'instant les décorations minutieuses et chronophages, disant à tout le monde qu'il n'était pas simplement en train de rénover, mais qu'il livrait un combat. L'enthousiasme des ouvriers fut complètement ravivé. Le chef de chantier Zhang et son équipe se portèrent même volontaires pour continuer à travailler bien après la fin de leur service. Une synergie étrange et merveilleuse se forma entre le vaste chantier de l'aéroport et son projet d'hôtel, alors que des milliers d'hommes se joignaient à l'effort. Le jour, ils suaient à l'aéroport, et la nuit, ils se rassemblaient sur son chantier, sous des projecteurs temporaires, pour poursuivre la bataille. L'ensemble du chantier restait éclairé 24 heures sur 24, vibrant d'une intensité qui frôlait le fanatisme.
C'était un spectacle qui choquait tous ceux qui le voyaient. 3 jours plus tard, lorsque l'équipe d'évaluation de Nanxing arriva sous la direction de Chen Mo, ils furent tous complètement stupéfaits par la scène qui s'offrait à eux. En seulement quelques jours, tout avait changé. Le bâtiment avait été complètement transformé, les zones principales reflétant déjà la véritable essence d'un hôtel 5 étoiles. Fuching les conduisit jusqu'à la terrasse d'observation sur le toit, désormais aménagée avec des sièges extérieurs confortables. Il invita le directeur Chen à s'asseoir pendant qu'il servait du thé chaud à tout le monde, présentant l'espace au fur et à mesure qu'il s'installait. Il expliqua que cet espace deviendrait bientôt le salon exécutif du Cloud Hotel, servant de galerie d'observation de premier choix sur l'aéroport. Chaque membre de l'équipage de vol de Nanxing séjournant à l'hôtel pourrait profiter ici d'une vue exceptionnelle et d'un environnement relaxant. Chen Mo tenait sa tasse de thé, contemplant le vaste terminal au loin avec un air de stupéfaction pure, tout comme son équipe. Pendant ce temps, les membres de l'équipe parcouraient chaque recoin de l'hôtel avec leurs instruments, effectuant des tests rigoureux, tandis que Fuching attendait avec anxiété. 1 heure plus tard, les tests étaient terminés. Un responsable technique portant des lunettes s'approcha de Chen Mo. Il remit un rapport fraîchement imprimé que Chen Mo commença à lire avec une lenteur insoutenable, ligne par ligne. Les paumes de Fuching étaient trempées de sueur. Enfin, le directeur posa le rapport et le fixa d'un regard perçant et acéré. Il admit que Fuching avait accompli un miracle. La qualité et la conception dépassaient leurs attentes, en particulier l'insonorisation. Le bruit intérieur était maintenu à 40 décibels, un exploit remarquable qui permit enfin à Fuching de pousser un soupir de soulagement. Pour atteindre ce niveau de silence, ils avaient à sacrifier des décorations chronophages, mais à cet instant, on voit que le pari avait porté ses fruits. Cependant, le ton de Chen Mo changea soudainement, notant que l'hôtel restait un produit à moitié fini, avec de nombreuses installations manquantes. Cela ne respectait pas strictement leur accord. Fuching prit une profonde inspiration, préparant son plan de secours, mais alors Chen Mo sourit. Le directeur avoua qu'il était personnellement très optimiste quant à l'avenir de l'hôtel et avait décidé de tenter sa propre chance. Sur ce, il sortit 2 documents de sa mallette, dont l'un était la lettre d'intention officielle pour leur partenariat. L'autre document, cependant, était un accord d'investissement privé d'un business angel, comme Chen Mo lui expliqua calmement. Nous voyons que cette lettre d'intention pouvait être signée immédiatement, représentant la position officielle de Nancheng Airlines. Cela l'aiderait à résister à une grande pression extérieure, puis Chen Mo poussa le second document vers lui. Quant à cet accord d'investissement, il s'agissait d'une contribution personnelle d'1 million au nom de sa femme pour l'hôtel. C'était destiné à l'aider à traverser cette crise et à terminer l'hôtel. Aucune action n'était exigée, seulement un remboursement une fois que l'hôtel serait rentable. Fuching n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que le directeur le soutiendrait de cette manière. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda pourquoi, et Chen Mo prit une gorgée de thé, son regard se perdant à l'horizon. Il admit qu'en Fuching, il voyait l'ombre de son jeune moi, n'ayant rien, mais osant défier le monde. Il ne voulait pas voir un tel rêve étouffé dans l'œuf par un capital malsain, et Fuching sentit une chaleur soudaine lui monter aux yeux. Il se leva et s'inclina profondément, remerciant le directeur Chen et se jurant à lui-même qu'il ne trahirait jamais cette confiance. Cet après-midi-là, sur le toit de son hôtel à moitié terminé, notre protagoniste signa cet accord d'1 million de dollars. Au moment même où son stylo toucha le papier, il reçut un message de Su Wan qui changea tout. Il semblait que le président de Xibuo avait commencé une OPA hostile sur leurs actions bancaires sur le marché secondaire. Cet homme essayait de la pousser dehors, et tandis que Fuching regardait l'horizon, il sut que la bataille finale avait commencé. L'investissement privé du directeur Chen Mo était comme une injection d'adrénaline dans sa chaîne de capitaux presque épuisée. Mais le message de Su Wan lui donna l'impression qu'on lui versait un seau d'eau glacée sur la tête, le glaçant jusqu'aux os. Il savait que Su Wan était devenu une cible uniquement à cause de lui, alors il composa immédiatement son numéro. Le téléphone sonna longtemps avant qu'elle ne réponde. Sa voix semblait épuisée, alors qu'elle mentionnait être en réunion. Il l'exhorta à faire vite et lui demanda si elle allait bien. Mais Su Wan l'interrompit avant qu'il ne puisse finir. Elle parla avec une légèreté forcée, lui disant que ce n'était qu'une lutte commerciale normale et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Elle insista sur le fait qu'elle pouvait gérer la situation, lui disant que terminer l'hôtel était la meilleure façon de la soutenir face à des gens comme Jibo Chang. Si son projet réussissait, cela prouverait qu'elle avait eu raison, et les vieux fossiles du conseil d'administration de la banque n'auraient plus rien à dire. Fuching savait qu'elle essayait seulement de le réconforter. En réalité, Jibo Chang utilisait son immense capital pour faire pression sur toute la banque. Son objectif était de les forcer à sacrifier Su Wan en tant que bouc émissaire pour le prêt. Alors Fuching parla doucement au téléphone. Il murmura des excuses, et après un bref silence à l'autre bout du fil, Su Wan lui rappela qu'ils étaient amis. Elle lui dit que son aide n'était pas un investissement, mais un acte de confiance, et que tout le monde ne gagnerait que s'il réussissait.
Elle raccrocha après avoir promis de rester en contact, laissant les mots amitié et confiance résonner dans son esprit. Ces mots pesaient sur son cœur comme une montagne. Il ne pouvait pas échouer, non seulement pour son hôtel, mais aussi pour toute la carrière de Su-Wan. Nous revenons sur le chantier, où Oncle Zhao et les ouvriers attendaient anxieusement des nouvelles du résultat. Ils se pressèrent autour de lui, demandant ce qu'avaient dit les gens de Nancheng, et Fu Qing dissimula soigneusement ses émotions. Il força un sourire et annonça que la compagnie aérienne était satisfaite et qu'elle allait signer une lettre d'intention avec eux. Un immense cri de joie éclata sur le chantier, car le travail acharné des derniers jours avait enfin porté ses fruits. Voyant leur sourire simple et sincère, il déclara sur le champ que le salaire de chaque ouvrier serait doublé ce mois-ci. Même les employés de l'aéroport venus prêter main forte recevraient une prime de 1000 yuan, et dès le lendemain, Chen Mo transféra l'investissement. Le service juridique envoya également la lettre d'intention signée. Avec le soutien officiel de Nancheng, les rumeurs de construction illégale disparurent. Pour être honnête, c'était le bouclier parfait, alors il appela immédiatement le directeur Qin Shu pour passer à l'étape suivante. Il demanda à organiser une conférence de presse au nom du siège de l'aéroport, ce qui laissa Qin Shu momentanément stupéfait et perplexe. Fu Qing expliqua qu'il était temps pour le Cloud Hotel de faire sa présentation officielle, en même temps que leur partenariat avec Nancheng Airlines. Il avait l'intention d'inviter tous les grands journalistes de la ville et de la province afin qu'ils puissent constater la vérité par eux-mêmes. Il expliquerait les origines de l'hôtel et rendrait public l'accord de coopération ainsi que tous les documents légaux pour que le monde entier puisse les voir. Qin Shu comprit immédiatement l'intention. Il réalisa que Fu Qing voulait utiliser l'élan de l'ennemi pour complètement renverser le récit public. Fu Qing répondit lentement et délibérément, déclarant qu'il en avait assez de jouer à cache-cache avec ses détracteurs. Il voulait jouer carte sur table. Puisqu'il voulait le rendre célèbre, il décida de leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Il deviendrait célèbre à ses propres conditions, laissant Qin Shu silencieux à l'autre bout du fil pendant un long moment. Pour être honnête, c'était aussi un risque important pour le directeur, car toute erreur lors de la conférence de presse retomberait sur ses épaules. Finalement, il prit sa décision et dit à Fu Qing que le projet d'aéroport avait besoin d'un partenaire avec sa détermination. Il reconnut que la ville d'Anning avait besoin de cette vitalité, promettant de contacter les médias et de fournir la salle de conférence du siège de l'aéroport. La date fut fixée 3 jours plus tard, avec la promesse partagée de mener ensemble ce combat pour leur réputation. Ces 3 jours passèrent en un éclair, et grâce au vaste réseau de Qin Shu, presque tous les grands médias de la ville furent invités. À 10 heures du matin, la conférence commença officiellement, et l'on vit Fu Qing prendre une profonde inspiration avant de monter sur le podium. Saluant les médias et invités, le fondateur de l'hôtel Cloud aborda les rumeurs du web. Il nota que certains le disaient mystérieux, d'autres jugeant ses fonds suspects. Certains critiquaient même son bâtiment près de l'aéroport, mais il était là aujourd'hui pour prouver que tout cela était faux. Il se décrivit comme un simple garçon ordinaire de la ville d'Anning, dont les parents étaient décédés, ne lui laissant que la vieille maison familiale. Lorsque la ville a été démolie et que sa maison était la seule à rester en dehors de la ligne rouge, il ne s'est pas plaint. Il pensait que le destin l'avait maintenu là pour une raison. Il expliqua comment il avait utilisé son héritage et un prêt bancaire de 300 000 yuan pour réunir le capital initial nécessaire à la reconstruction. Son rêve était de transformer une maison abandonnée en un hôtel au service du nouvel aéroport, qu'il appela Cloud. Il espérait que l'hôtel s'élèverait vers les nuages et un avenir meilleur, tout comme les avions à proximité, parlant d'une voix calme et posée. Il ne cherchait pas à être trop émotionnel. Il ne faisait qu'énoncer les faits d'un jeune homme protégeant sa maison et poursuivant un rêve. La pièce tomba progressivement dans le silence alors que de nombreux journalistes posaient leurs stylos, captivés par la sincérité de son histoire. Alors que la salle écoutait en silence, Fu Qing poursuivit, affirmant que chaque centime de son financement était propre, y compris le prêt de son ami à la banque. Il fit remarquer que cet ami subissait désormais des accusations injustes pour avoir simplement fait preuve de professionnalisme, tandis qu'on le voyait regarder en direction de Su-Wan, assise dans un coin tranquille. Ses yeux étaient légèrement rouges lorsqu'il déclara que chacune des étapes de sa construction avait été parfaitement légale et conforme à toutes les réglementations. Le directeur Qin Shu du siège de l'aéroport, qui avait personnellement supervisé la qualité du projet, lui adressa un signe de tête encourageant. Fu Qing insista sur le fait que son avenir n'était pas celui d'un irréductible isolé, comme certains l'avaient prétendu, mais bien quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Il révéla qu'il avait déjà conclu un partenariat stratégique préliminaire avec le directeur Chen Mo de Southern Airlines. Se tournant vers le panneau d'affichage et la lettre d'intention accrochée au mur, il expliqua que cet endroit allait bientôt devenir un centre névralgique. Il était destiné à devenir le port d'attache le plus chaleureux pour les équipages de Southern Airlines, une révélation qui provoqua immédiatement une agitation dans toute la salle.
Un partenariat officiel avec une grande compagnie aérienne constituait sans conteste la plus grande nouvelle de la journée, reléguant tous les doutes précédents au rang de simples broutilles. Il désigna l'oncle Zhao et Zhang Gongtang au premier rang, répondant calmement qu'il ne possédait aucun passé mystérieux ou caché. Il affirma n'avoir qu'un cœur désireux de faire quelque chose pour sa ville natale, soutenu par la terre même qu'il aimait tant. Il attribua le mérite aux dirigeants qu'il avait soutenus, aux partenaires qui lui avaient fait confiance et aux ouvriers qui avaient peiné et transpiré à ses côtés. La conférence passa ensuite à la séance de questions-réponses, où un journaliste se leva pour poser une question incisive et directe à Fu Qing. Le journaliste fit remarquer la mention de la pression exercée par les amis banquiers, soulignant qu'une société appelée Waiyu Capital tentait actuellement une prise de contrôle hostile. Il ajouta que les médias qui diffamaient Fu Qing étaient également liés à Waiyu Capital, demandant s'il s'agissait d'une attaque commerciale ciblée et malveillante. Alors que tous les regards dans la salle étaient braqués sur lui, Fu Qing resta silencieux un instant avant de déclarer clairement qu'il existe deux types de personnes. Un type voit la valeur et cherche des moyens de la créer et de la protéger, tandis que l'autre ne pense qu'à tous les créateurs, mais gardera toujours ses portes fermées aux prédateurs avides. Une position audacieuse, sans aucun doute. Il a exprimé sa conviction profonde que, sous la lumière du jour, toutes les conspirations et machinations finiraient par ne plus avoir de cachette. Lorsqu'il eut terminé, la salle éclata en applaudissements tonitruants. Et dès cet après-midi-là, la nouvelle concernant le Cloud Hotel commença à se répandre rapidement. La nouvelle a fait la une de tous les journaux de la ville, et l'image de Fu Qing est passée d'un résistant controversé à quelque chose de nouveau. Il était désormais salué comme un pionnier entrepreneurial légendaire, un homme qui osait entreprendre d'immenses projets à lui seul. Il est devenu le symbole d'une jeunesse qui refuse de se plier au capital. Mais dès le lendemain, les ennuis sont arrivés comme on pouvait s'y attendre. Tôt ce matin-là, oncle Zhao est arrivé en courant, paniqué, criant que l'eau de l'hôtel avait été coupée, ce qui fit sombrer le cœur de Fu Qing. Il demanda ce qui se passait puisqu'ils avaient payé les factures d'eau à temps et oncle Zhao confirma que c'était bien le cas. Cependant, la station d'eau de la ville affirmait que les canalisations principales de cette zone nécessitaient une semaine entière de maintenance. C'était une tactique sournoise classique utilisée pour harceler les entreprises locales, et sans eau, tout était à l'arrêt. Les derniers travaux de rénovation durent être interrompus, et pire encore, la station-service ne pouvait plus fonctionner normalement non plus. Fu Qing pensa immédiatement à Qin Shu, mais avant même qu'il ne puisse l'appeler, un visiteur inattendu se présenta à sa porte. L'homme se présenta comme Wang Weiguo, l'ancien président du puissant groupe Hongta. Le nom du groupe Hongta nous semblait familier. C'était autrefois une entreprise immobilière locale très célèbre dans la ville. Mais il y a quelques années, elle aurait fait faillite du jour au lendemain à cause d'une rupture de la chaîne de financement. Et maintenant, Weiguo regardait avec un regard complexe. Il dit à Fu Qing qu'il était venu spécialement pour lui transmettre une certaine information. Le patron de Waiyu Capital, qui poussait actuellement Fu Qing dans ses retranchements, s'appelait Ji Bokyong. C'était le même homme qui avait utilisé exactement les mêmes tactiques pour ruiner Weiguo, ce qui fit comprendre à Fu Qing que cet homme était un allié naturel. Curieux, Fu Qing demanda au président Wang d'expliquer exactement ce qui s'était passé à l'époque. Weiguo retomba dans un souvenir douloureux, celui de l'époque où il développait un grand complexe commercial, un peu comme ce que fait Fu Qing aujourd'hui. Il y avait investi toute sa fortune, mais alors que le projet touchait à sa fin, Ji Bokyong fit soudainement son apparition. Il s'est présenté comme un sauveur, mais il a profité de la situation pour intervenir et proposer moins de 30% de la valeur réelle. Au final, il a acquis toutes les parts de Weiguo, ainsi que le projet presque terminé pour une fraction de leur valeur réelle. Il expliqua comment il était passé du statut de milliardaire à celui d'homme criblé de dettes. L'histoire de Wang Weiguo était un récit édifiant d'une chute brutale, qui semblait tristement familière. Nous voyons que ce que vit actuellement Fu Qing est presque identique, bien que la fin de Weiguo ait été bien plus tragique. Weiguo sortit une épaisse liasse de documents de sa mallette, expliquant qu'il avait passé des années à se préparer à cela. Il avait rassemblé des preuves des crimes de Ji Bokyong, notant que cet homme était impitoyable, mais bien trop sûr de lui. Bon nombre de ses affaires louches avaient laissé des traces, toutes menées par l'intermédiaire d'une société écran enregistrée à l'étranger. Bokyong pensait être malin, mais la personne même qui l'avait aidé à tout mettre en place était désormais un informateur. Weiguo avait placé cette personne à ses côtés, et il détenait maintenant des preuves d'une évasion fiscale massive. Il y avait des traces de transfert d'actifs illégaux et de corruption, dont n'importe lequel pourrait ruiner Bokyong à jamais. Alors que Fu Qing regardait les documents, sa respiration s'accéléra. Ce n'était pas juste du papier, c'était une arme. C'était une lame destinée à abattre Bokyong, et Fu Qing demanda avec insistance pourquoi Weiguo ne l'avait pas encore utilisé. Weiguo secoua la tête avec amertume, expliquant qu'un vieil homme ruiné comme lui n'avait aucun pouvoir face aux relations de Bokyong. Chaque fois qu'il essayait de soumettre les documents, il disparaissait tout simplement, puis il leva les yeux avec un regard brûlant. Il dit à Fu Qing que les choses étaient différentes pour lui, parce qu'il avait le projet d'aéroport pour le soutenir.
Avec la participation de Southern Airlines, Fuching bénéficiait d'une attention publique et d'une influence que Bokyong ne pouvait pas ignorer. Entre les mains de Wei Guo, cette preuve n'était que de la ferraille, mais entre les mains de Fuching, c'était tout autre chose. Il croyait que cela pouvait être l'épée qui finirait par trancher la tête du dragon. Pour être honnête, c'était un fardeau lourd à porter. Fu Ging comprit que Wei Guo ne demandait pas de l'aide. Il lui confiait son dernier espoir de vengeance. Et c'est à ce moment crucial que Qin Shu l'appela, brisant le lourd silence de la pièce. Sachant que le moment de riposter était venu, Fuching leva les yeux avec une détermination ferme et releva le défi. Fuching se promit que la justice pourrait être retardée, mais qu'elle finirait par arriver pour l'équipe d'enquête. La nouvelle de l'arrivée de l'équipe à la ville d'Anning se répandit plus vite qu'un avis de coupure d'eau, et Zheng Daqian fut interrogé pendant 5 heures. Lorsqu'il sortit enfin, son autorité autrefois arrogante avait complètement disparu, et une demi-heure plus tard, les robinets du chantier recommencèrent à couler avec de l'eau claire. Ce soir-là, Fuching s'enferma dans son bureau avec les dossiers de Wang Weiguo. Il savait qu'il devait trouver un moyen de coincer Bokyong pour qu'il ne puisse pas se débattre, alors il appela Xuan. Il dit à Xuan qu'il avait besoin de son aide pour contacter un média provincial absolument fiable et doté d'une influence significative. Xuan comprit immédiatement son intention et demanda s'il comptait tout révéler au grand jour. Au fond de lui, il pesait ses options, se demandant jusqu'où il devait laisser l'ennemi voir à ce stade. Il considéra les risques de dévoiler son jeu trop tôt, sachant que le timing était crucial dans un affrontement de ce genre. C'était un jeu délicat du chat et de la souris, et il devait être certain de son prochain coup avant d'agir. Il réitéra qu'il avait besoin d'un média provincial à la fois digne de confiance et suffisamment puissant pour avoir un impact. Xuan demanda de nouveau s'il voulait le détruire, tandis que Fuching regardait le bâtiment de bureau assombri de Zheng Daqian. Dans le silence de la nuit, il répondit fermement que cela ne concernait pas seulement la destruction, mais le jugement. Elle suggéra un producteur de l'émission Suivi Focalisé de la chaîne provinciale, un aîné intègre de ses années universitaires. Ce producteur détestait le côté obscur des marchés financiers, et leur émission était le programme d'investigation le plus regardé de la province. Quiconque était pris pour cible par eux était généralement fini. Fuching fouilla alors dans l'énorme pile de documents pour trouver la preuve clé. Il trouva des preuves claires de profits illégaux réalisés via des sociétés écrans à l'étranger, mais il choisit de ne pas dévoiler toutes ces cartes tout de suite. Pour affronter un vieux renard comme Ji Bokyong, il devait lui retirer ses masques couche après couche, comme on pèle un oignon. Il voulait que Bokyong ressente une peur sans fin, alors il envoya les fichiers cryptés à l'équipe de suivi focalisé. Il ne signa pas de son nom, se contentant d'écrire une seule phrase à la fin de l'email « Ce n'est que le début ». 2 jours plus tard, l'émission Suivi Focalisé de la chaîne provinciale fut diffusée comme prévu, avec un titre des plus explosifs. Elle s'intitulait « L'Empire secret de la richesse de Ji Bokyong », et l'émission avançait avec le rythme haletant d'un thriller, s'appuyant sur des données précises et des interviews d'experts. On y voyait les preuves électroniques fournies par Fuching être dévoilées couche après couche, exposées clairement devant des millions de téléspectateurs à travers toute la province. L'animateur demanda d'une voix froide et perçante pourquoi nos marchés financiers étaient devenus un distributeur automatique sans foi ni loi pour certains individus. Il s'interrogea sur les raisons pour lesquelles nos systèmes de régulation semblaient fermer les yeux sur de telles activités illégales flagrantes. Au fond d'elle, Fuching savait que la fin de Ji Bokyong avait enfin commencé. Pour être honnête, cela faisait longtemps que ça devait arriver. Cette nuit-là, le site officiel de Wayu Capital a été paralysé par un afflux d'investisseurs paniqués, et le lendemain, leur action a immédiatement atteint la limite de baisse. D'énormes ordres de vente ont afflué comme une cascade, bloquant toute possibilité de fuite, tandis que le téléphone de Ji Bokyong n'arrêtait pas de sonner. Il y avait des interrogatoires, des insultes et des exigences de retrait de capitaux ou de résiliation de contrats. L'empire commercial qu'il avait construit avec tant d'efforts pendant des années vacillait. Après seulement un week-end, des signes d'effondrement total ont commencé à apparaître, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue de la ville d'Anning. Au 3e jour de son enquête en isolement, Zheng Daqian a finalement cédé sous la pression et a dénoncé Ji Bokyong. Il a tout avoué, y compris la façon dont il avait conspiré avec Bokyong pour s'emparer des terres de Fuching et le nombre exact de pots de vin qu'il avait acceptés. Il a détaillé tout le sale boulot qu'il avait accompli dans l'ombre, et l'équipe d'enquête a rapidement découvert l'entreprise qu'il possédait en copropriété avec le frère de Bokyong. L'entreprise s'appelait Anning Empty Space Service Company Limited, et peu de temps après, Zheng Daqian a été officiellement remis aux autorités judiciaires. Ce soir-là, la station-service a fermé plus tôt et les employés sont retournés à leur dortoir, mais Fuching est resté au bureau pour vérifier les comptes concernant les nouveaux matériaux. Oncle Zhao, inquiet de le laisser seul, décida de rester lui aussi.
C'était un moment de calme, du moins en apparence. Regardant la pluie torrentielle, oncle Zhao fit remarquer avec inquiétude que le temps semblait étrange, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Fu Qing ressentait lui aussi une étrange irritabilité, inexplicable, et à ce moment-là, la porte du bureau fut défoncée alors qu'un agent de sécurité terrifié se précipitait à l'intérieur. Il cria qu'une foule armée était arrivée, détruisant tout et frappant tout le monde sur son passage, et qu'ils étaient impossibles à arrêter. Oncle Zhao se leva aussitôt, attrapant une pelle dans un coin en jurant. Il semblait que la bagarre était arrivée jusqu'à leur porte. Il osait vraiment venir ici chercher sa propre mort. Le cœur de Fu Qing se serra, mais il reprit vite son sang-froid et dit à oncle Zhao d'appeler la police. Le gardien répondit d'une voix tremblante qu'il était déjà trop tard. Ils avaient déjà détruit tous les téléphones. Il semblait qu'ils avaient un plan. Ils avaient l'intention de détruire tout le chantier, et Fu Qing comprit aussitôt que Ji Bokyong jouait le tout pour le tout cette fois. Ce n'étaient pas de simples voyous, mais des émeutiers professionnels dont le seul but était de causer un maximum de dégâts. Si le chantier était détruit ou si des vies étaient perdues, son projet d'hôtel serait définitivement terminé, un fait que Bokyong connaissait parfaitement. Prenant une décision en une fraction de seconde, il dit à oncle Zhao de tenir la porte sans affronter directement les assaillants, ce qui poussa le vieil homme à lui demander ce qu'il comptait faire. Il lui répondit qu'il allait chercher de l'aide. Dehors, le bruit perçant des objets brisés et des cris arrogants résonnait en provenance du bâtiment de l'hôtel. Plus d'une douzaine de silhouettes sombres armées de machettes et de barres de fer détruisaient frénétiquement les murs rideaux en verre qu'il venait tout juste d'installer. Soudain, une paire de phares aveuglants jaillit derrière lui, alors qu'une fourgonnette noire sans plaque fonçait droit sur lui à toute vitesse. Il voulait sa mort. Son esprit se vida un instant, mais dans cette fraction de seconde, le contremaître Zhang surgit soudainement de côté. Le contremaître le poussa hors du chemin, criant au patron de s'enfuir juste avant que son propre corps ne soit projeté comme une poupée de chiffon sous l'impact. La fourgonnette ne ralentit même pas une seconde, continuant d'accélérer dans l'obscurité comme si de rien n'était. Les larmes et la pluie brouillant sa vision, Fu Qing savait qu'il ne pouvait pas partir. S'il s'enfuyait, oncle Zhao serait sans défense, et le sacrifice de Zhang n'aurait servi à rien. Une vague de fureur et d'intention meurtrière sans précédent monta du plus profond de son cœur alors qu'il regardait les voyous continuer à saccager ses biens. Son regard devint aussi froid que la glace de l'Antarctique. Au lieu de se diriger vers sa propre voiture, il fit un autre choix. Il se retourna et se précipita vers le bulldozer inutilisé qui se trouvait dans un coin du chantier, une machine que le contremaître Zhang lui avait appris à utiliser. Il démarra le moteur et la bête d'acier rugit dans la nuit pluvieuse, émettant un grondement assourdissant qui fit trembler le sol. Les émeutiers furent surpris par ce vacarme soudain et tonitruant, tandis que l'on voyait Fu Qing diriger le gigantesque bulldozer vers eux. Il avançait lentement, mais avec une pression irrésistible et écrasante, poussant un des voyous à hurler de terreur qu'il était fou. Oui, un fou, en effet. Terrifiés à en perdre la raison, les membres de la foule s'enfuirent dans toutes les directions, et pour l'instant, il ne prit même pas la peine de les poursuivre. À ce moment-là, une douzaine de voitures de police, gyrophares rouges et bleus allumés, fendirent la nuit pluvieuse, sirènes hurlantes. Qinshu et Xu Wan jaillirent de la voiture de tête pour découvrir le contremaître Zhang gisant dans une mare de sang au milieu des décombres. Ils aperçurent aussi Fu Qing assis dans la cabine du bulldozer, et Xu Wan courut vers lui, la voix tremblante en l'appelant par son nom. Elle le supplia de descendre pour s'assurer qu'il allait bien et il sauta de la haute cabine, retombant lourdement dans ses bras. Il lui murmura qu'il n'avait tué personne et Xu Wan le serra fort contre elle, la voix nouée en lui disant qu'elle le savait. Elle ne cessait de répéter que c'était fini et que tout irait bien désormais, essayant d'apaiser la tempête qui grondait en lui. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas fini. À partir de cette nuit, c'était une lutte à mort entre lui et Ji Bokyong. Le contremaître Zhang fut transporté d'urgence dans le meilleur hôpital de la ville, où les médecins constatèrent une grave perte de sang et une jambe cassée, bien qu'il soit stable. Alors qu'il attendait dans le couloir de l'hôpital, l'image du contremaître projetée par la camionnette tournait en boucle dans son esprit. Tandis que Xu Wan posait son manteau sur ses épaules, Qinshu était constamment au téléphone, car Chen Boying avait également été informé. Boying utilisa ses relations pour faire pression sur les autorités, exigeant une enquête complète sur l'agression imprudente et violente de Ji Bokyong. Le geste de Bokyong avait coûté cher à Fu Qing, mais il avait aussi brisé toutes les règles tacites, faisant du méchant un ennemi de l'État. La police lança une chasse à l'homme durant toute la nuit, capturant rapidement la douzaine de voyous à divers points de contrôle alors qu'ils tentèrent de fuir la ville. La camionnette sans permis qui avait percuté le contremaître Zhang fut finalement retrouvée abandonnée dans une carrière, et les interrogatoires commencèrent immédiatement. Sous une pression immense et face à des preuves irréfutables, les voyous finirent bientôt par avouer que leur employeur était l'assistant le plus fidèle de Bokyong. Cet assistant était l'homme qui s'occupait de toutes les basses besognes de Bokyong. Mais lorsque la police est arrivée, il a choisi de mettre fin à ses jours. Il pensait sans doute que cela protégerait son patron, mais il avait sous-estimé Fu Qing et les dossiers explosifs que Wang Weiguo avait fournis.
Se tournant vers ses amis, Fuqing demanda à Xu Wan de contacter immédiatement le producteur de l'émission d'investigation Focus Tracking. Il demanda ensuite à Qin Shu d'organiser une rencontre avec la commission de discipline, préparant ainsi son dernier coup pour le lendemain matin. Il fit 2 copies des dossiers. L'une fut envoyée à la chaîne de télévision provinciale et l'autre remise au plus haut responsable de la commission. Immédiatement après, une vaste tempête anticorruption commença à balayer les milieux financiers et politiques de la province. L'équipe de production de Focus Tracking passa une semaine entière à réaliser une émission spéciale d'1 heure, établissant un nouveau record historique pour le programme. En quelques jours à peine, l'opposition s'effondra complètement, et une fois la tempête passée, tous ceux qui l'avaient aidé se réunirent. Il contempla l'aéroport international d'Anning, désormais officiellement ouvert et animé, sans prononcer de discours grandiloquents ou vantards. À la place, il s'inclina profondément pour exprimer sa gratitude, les remerciant tous, car les nuages appartenaient désormais à chacun. Nous revenons sur la terrasse du toit de l'hôtel, qui était désormais devenu le point de vue le plus cher et le plus beau de toute la ville d'Anning. Xu Wan s'approcha et lui tendit une coupe de champagne, le taquinant en disant qu'il ressemblait enfin à un homme accompli, son cher Fuqing. Elle lui dit qu'il n'avait pas seulement construit un hôtel, mais qu'il avait fondamentalement transformé cet endroit et la vie de nombreuses personnes. Il sourit en contemplant les lumières éclatantes de son hôtel et les invités qui arrivaient, sachant que l'orphelin abandonné avait enfin trouvé un foyer. Le successeur de Jibo Chang était un fonctionnaire d'âge mûr nommé Zhao Fuming, qui avait été amené de la ville pour prendre la relève. Représentant les jeunes entrepreneurs, Fuqing assista à un séminaire sur le développement futur de la ville d'Anning qui dura toute la matinée. Au cours de la réunion, Zhao Fuming fit preuve d'une grande générosité dans ses éloges, soulignant que le Cloud Hotel de Fuqing avait établi un précédent remarquable. Il déclara que Fuqing avait prouvé qu'avec suffisamment de vision et de courage, cette terre pouvait produire des résultats de classe mondiale. Le fonctionnaire expliqua que toute la planification future de la région suivrait désormais les normes élevées établies par le Cloud Hotel. Leur objectif était de transformer la région en un pôle d'investissement, un lieu où les talents auraient réellement envie de rester et de construire leur vie. À la fin de la réunion, Zhao Fuming serra sincèrement la main de Fuqing, reconnaissant que la ville l'avait traité injustement par le passé. Il promit que la ville avait désormais besoin du leadership de Fuqing et offrit son soutien total pour tous les besoins futurs qu'il pourrait avoir. En voyant l'étincelle dans les yeux du responsable, Fuqing comprit qu'une nouvelle ère commençait pour eux tous. Il savait que le printemps était véritablement arrivé à Anning, alors que l'activité hôtelière prospérait et que d'autres compagnies aériennes commençaient à rechercher des partenariats. Le bouche à oreille fit son effet, et bientôt, diverses conférences d'affaires et forums industriels choisirent son hôtel comme lieu principal. Organiser des réunions aux Clouds devint une nouvelle tendance dans les cercles d'affaires de la ville, tandis que la station-service qu'il avait construite était loin d'être oubliée. Il la modernisa et la transforma en une place à l'américaine semi-ouverte, tout en maintenant des prix abordables et conviviaux pour la communauté. Avec son ambiance chaleureuse et authentique, elle devint le lieu préféré pour les repas nocturnes du personnel au sol de l'aéroport comme des habitants locaux. Fuqing embaucha officiellement Oncle Wang comme directeur de l'ingénierie de l'hôtel, le chargeant de l'entretien et de la gestion de toutes les installations. L'ancienne équipe devint la colonne vertébrale technique des différents départements, chacun arborant fièrement son nouvel uniforme. Ils étaient désormais des employés officiels d'un hôtel 5 étoiles. Même Wang Weiguo vint rendre visite, s'inclinant profondément dès qu'il aperçut Fuqing. L'homme le remercia pour cette seconde chance, mais Fuqing se précipita pour l'aider à se relever, refusant d'accepter un geste aussi solennel. Il dit à Oncle Wang qu'il n'avait fait que ce qui était juste et que c'était en réalité le soutien du vieil homme qui lui avait donné la force de traverser l'obscurité. Wang révéla alors qu'il prévoyait d'utiliser les fonds récupérés pour créer une fondation d'aide juridique. Son objectif était d'aider les entrepreneurs qui, comme eux, avaient été victimes de capitaux prédateurs. Il tapota l'épaule de Fuqing avec un air soulagé. Il admit qu'il n'avait plus la force de les combattre, mais fit remarquer que l'avenir de ce monde appartenait désormais à la génération de Fuqing. Alors que Fuqing le raccompagnait, il observa le dos de l'homme, qui n'était plus voûté, mais se tenait à nouveau droit, disparaître dans la foule. On comprend alors qu'une vieille ère venait enfin de s'achever, et avec l'hôtel fonctionnant sans accroc, Fuqing eut enfin un moment pour lui. La première chose qu'il fit fut de transférer Zhang Gantu d'une chambre générale vers le meilleur centre de convalescence VIP de l'hôpital de la ville. Il prit sur lui de couvrir toutes les dépenses, sans exception. Lorsqu'il alla lui rendre visite, Zhang était allongé dans son lit, l'air très surpris. L'homme faillit bondir de son lit d'excitation, demandant à Boss Fu pourquoi il s'était donné tant de mal pour une blessure aussi mineure. Fuqing déposa un bouquet de fleurs au chevet du lit et dit à frère Zhang que ce n'était certainement pas une blessure mineure. Il lui rappela qu'il avait risqué sa vie, et bien que le médecin ait dit que sa jambe guérissait bien, cela prendrait encore beaucoup de temps. Il lui dit de se reposer l'esprit tranquille, sans aucune inquiétude, car son salaire continuerait à être versé et tous les frais médicaux seraient entièrement pris en charge par l'hôtel.
Cet homme du Nord, dur à la tâche et qui ne se plaignait jamais des difficultés, fut submergé par l'émotion comme un enfant et dit que tout cela en valait la peine pendant que Fu Qing lui tapotait l'épaule. Il promit qu'à partir de maintenant, ce serait à son tour de protéger leur foyer. Après avoir quitté l'hôpital, Fu Qing reçut un appel de Su Wan. Le projet de prêt de l'hôtel Cloud qu'elle gérait était devenu célèbre au siège. Loin d'être punie, elle était célébrée. Au contraire, elle reçut une promotion exceptionnelle, devenant la plus jeune présidente de succursale de l'histoire de la banque. Elle rit au téléphone et demanda « Présidente Fu, êtes-vous libre ce soir? J'aimerais vous inviter à dîner. Où souhaitez-vous aller ?» Il proposa la suite présidentielle de son propre hôtel Cloud. Ce soir-là, il fit préparer par la cuisine le dîner le plus raffiné qui soit. Le repas fut livré à la suite du dernier étage, une chambre qu'il réservait spécialement pour Su Wan et qui n'était jamais ouverte au public. Depuis la terrasse, on pouvait admirer toute la vue nocturne de la nouvelle ville de l'aéroport. Lorsque Su Wan le vit arriver, elle lui adressa un sourire chaleureux. Elle fit remarquer que la vue d'ici restait la meilleure. Il plaisanta en retour que c'était bien normal, vu sur quel territoire ils se trouvaient. Ils ne parlèrent ni du travail, ni des événements palpitants du passé. On les voit agir simplement comme deux vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Ils sirotèrent du thé et discutèrent de choses futiles jusqu'à ce qu'elle le regarde soudainement avec sérieux. « Ah Qing, te souviens-tu du moment où tu as décidé de construire ceci ?» Elle lui rappela sa demande d'avoir à vie la suite présidentielle gratuite une fois l'hôtel ouvert. Il l'écouta et acquiesça, se souvenant très bien de ce moment. Il lui dit qu'il était en train de tenir cette promesse. Su Wan rit d'elle-même, avouant qu'elle plaisantait en réalité à l'époque. Elle avoua qu'elle l'avait pris pour un fou de vouloir ouvrir un hôtel avec 50 000 $ dans un terrain vague que tout le monde fuyait. Elle n'avait pas cru en lui. Elle n'avait aidé que parce qu'elle ne voulait pas le voir échouer trop durement, allant même jusqu'à se préparer à couvrir une partie de ses pertes. Il l'écouta en silence. Elle lui dit qu'il avait transformé un rêve impossible en réalité, prouvant qu'il était bien plus capable qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Puis elle se leva et alla directement se placer devant lui. Elle ne répondit pas par des mots, mais lui donna lentement un baiser. Après cela, elle le serra dans ses bras, sa voix tremblante avec une légère rauque. « Yi Qing, je te veux, » murmura-t-elle. « C'est toi que je veux. » Ses larmes coulèrent sans prévenir. Il sourit et acquiesça vigoureusement, acceptant son cœur. Cette nuit-là, ils parlèrent longuement de leur vision pour l'avenir. Bientôt, le 2e anniversaire de l'ouverture de l'aéroport international d'Anning arriva. C'était aussi le 2e anniversaire de l'ouverture de l'hôtel Cloud, une célébration où se rassemblèrent les élites du monde des affaires, des responsables gouvernementaux et des dirigeants. On voit Fu Qing vêtu d'un costume noir sur mesure, avec Su Wan à son bras, debout à l'entrée de la salle de banquet pour accueillir chaque invité. Su Wan avait officiellement démissionné de la banque pour devenir PDG du groupe Cloud, gérant toutes les affaires complexes à sa place. Cela lui permettait de se concentrer davantage sur le développement stratégique du groupe. Qin Shu arriva également, occupant désormais le poste de directrice du nouveau comité de gestion de la ville. Elle était devenue la véritable dirigeante de cette nouvelle ville. Lorsqu'elle le vit, elle sourit et appela le président Fu. Elle plaisanta en disant qu'il était désormais le plus grand dieu de la richesse de leur nouvelle ville. Chen Mo fit aussi le déplacement spécialement, prenant l'avion depuis Guangzhou. Désormais vice-président de Southern Airlines, il offrit à Fu Qing une chaleureuse étreinte dès leur rencontre. « Fu Qing » dit-il chaleureusement. « L'investissement le plus réussi de toute ma vie a été, il y a 2 ans, lorsque je t'ai donné ce million sur ce toit. » Oncle Zhao et Zhang Gangtu se tenaient fièrement derrière lui également. L'un était directeur de l'ingénierie et l'autre directeur de la sécurité. Lorsque le banquet commença, Fu Qing monta sur scène en tant qu'hôte. Il rappela à tout le monde qu'il y a 2 ans, lorsqu'il se tenait exactement à cet endroit, le sol sous ses pieds n'était rien d'autre que des ruines. Il admit qu'à l'époque, il avait eu l'impression que le monde entier l'avait abandonné. Mais aujourd'hui, il se tenait là à nouveau. À présent, il se trouvait au cœur même de la nouvelle ville aéroportuaire, l'endroit le plus prospère de toute la zone. Il annonça à la foule qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il affirma que ce qui détermine notre valeur n'est jamais la ligne à l'extérieur de laquelle les autres nous placent. Au contraire, c'est là où nous choisissons de tracer notre propre nouvelle ligne de départ. Même si le monde t'abandonne, tu peux choisir d'accueillir à nouveau le monde à ta façon. Son discours fut bref, chose rare pour ce genre d'événement, mais il reçut les applaudissements les plus enthousiastes de la soirée. Avant même la fin du banquet, il prit la main de Su Wan et ils s'éclipsèrent discrètement. Ils enfilèrent des vêtements décontractés et se promenèrent dans le parc comme n'importe quel couple ordinaire. Nous voyions des enfants rire et jouer à proximité, et des personnes âgées faire de l'exercice. Soudain, il aperçut une silhouette familière. Lin Sun était là, faisant descendre son jeune petit-fils sur un toboggan. Lin Sun parut gêné et mal à l'aise en le voyant, balbutiant que Fu Qing était vraiment un grand patron maintenant, rien à voir avec avant. Lin Sun s'excusa pour ses paroles déplacées du passé, lui demandant de ne pas lui en tenir rigueur. Il secoua simplement la tête, car ces jours-là étaient bel et bien révolus. À ce moment-là, le petit-fils accourut et le regarda avec curiosité. Lin Sun dit rapidement au garçon que cet homme était la fierté de leur nouvelle ville.
Il le présenta comme le président de l'hôtel Cloud, disant à l'enfant que, lorsqu'il serait grand, il devrait réussir aussi bien que le président fut. Il sourit, tendit un bonbon à l'enfant, et ils poursuivirent leur promenade jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois son ancienne maison. Aujourd'hui, cet endroit avait été transformé en un magnifique jardin sur le toit, au sein du complexe hôtelier. On le voit, assis avec Suwan sur un banc du jardin. Au loin, un énorme avion de ligne descendait lentement vers la piste, ses lumières traçant des sillages dans le ciel nocturne comme une étoile filante. Soudain, Suwan prit la parole. Elle lui demanda s'il avait des regrets. Il regarda l'avion atterrir en douceur et contempla les milliers de lumières des maisons au loin. Regardant la femme qu'il aimait à ses côtés, il murmura doucement qu'il n'avait jamais rien regretté. Et vraiment, qui pourrait lui en vouloir?